Bonsoir et bienvenue sur Magic Live FR, le podcast francophone qui parle de Magic. Ce soir, autour de cette table, Jiva, votre serviteur comme d'habitude, Timothée Simono, salut, Rire et Chanson. Et on a un petit invité, enfin deux parce qu'il y en a un qui joue à LoL dans le canapé, mais on a un invité qui va vous parler ce soir, c'est Monsieur Pierre, le plus grand des magiciens. Ça je sais pas. Celui qu'on appelle le Justin Bieber de Magic. Parfois, seulement quand ça se passe mal, mais oui, c'est des choses qui arrivent. Justin Bieber, comment on est arrivé à t'appeler comme ça? C'est la faute de Vincent Lemoine, donc joueur belge dont vous avez déjà parlé dans des podcasts avant, qui au milieu d'un draft de top 8, de méga draft à Nagoya, se tourne vers moi entre deux pics et me dit: Pierre, tu es un peu le Justin Bieber de Magic. Au début je voulais le frapper, mais en fait il m'a dit que c'était gentil, j'en ai vu que c'était gentil je crois. Et puis il est très gentil Vincent Lemoine. Il est très gentil Vincent. Ouais, non, en plus je l'adore, mais j'étais un petit peu surpris quand même. Et en fait c'était parce que il a dit ouais, au début de l'année on ne connaissait pas, puis maintenant t'es dans tous les résultats, on entend parler de toi. Ça n'a pas duré. Hein. Ah ouais, je croyais que c'est parce que tu chantais tout le temps. C'est aussi parce que c'est vrai qu'il m'avait vu jouer un top 8 en chantant. T'étais là aussi d'ailleurs. Ouais, c'était à on chantait tous les deux et où ça embêtait beaucoup mes adversaires. Depuis j'ai arrêté. On t'a invité pour parler un petit peu des nouvelles cartes de Ravnica, de tout ce qui est sorti depuis la dernière fois. On t'a un petit peu bridé parce qu'on veut pas parler de limité. Oui, c'est vrai que je suis plutôt un joueur de limité en général, mais la nouvelle extension a l'air bien et pour le construit et pour le limité. Et pour le coup, là, en limité, ça a l'air assez sympathique. On en reparlera probablement la prochaine fois. On en parlera très bientôt du limité de même Ravnica. Si ça nous brûle un peu les lèvres. On va se concentrer sur le construit. Alors c'est pas forcément que des cartes qui seront forcément jouées en construit dont on va parler, mais toutes les cartes qui ont l'air un minimum intéressant, quel que soit le format construit. On peut commencer avec cette magnifique Ange de la Sérénité. Qui c'est qui va? Je vais commencer. Allez, alors l'Ange de la Sérénité, ça coûte quand même 7 mana dans 3 blancs. C'est 5-6 vol. Par contre, ça a un effet plutôt sympathique, c'est quand ça arrive sur le champ de bataille, ça exile jusqu'à 3 autres créatures ciblées et ou cartes de cimetière, créatures dans un cimetière. Donc ça fait potentiellement 3 anti-bêtes d'un coup, ça peut gérer des cartes dans un cimetière. Bon, tout revient dans les mains de la propriétaire quand l'ange quitte le jeu. Donc un peu à la Oblivion Ring. Mais pas en jeu. Mais pas en jeu. Mais dans les mains, c'est quand même déjà pas mal. Par exemple, si tu le fais toi sur 3 cartes de ton cimetière, après tu les récupères dans ta main, ça te fait du card advantage. Ça peut faire des trucs rigolos, tu vois. Parce que l'air de rien, t'as pas forcément toujours 3 bêtes chez l'adversaire. Ouais, bon, alors c'est un ange, ça donne envie de le blinker en éphémère. Ah oui, un petit peu, ouais. En réponse stick. Ouais. Après, il y a autre chose. Moi, forcément, comme je suis quelqu'un de méchant, j'ai cherché comment on pouvait craquer la carte. Et ça peut créer un cycle un petit peu sympa si t'as quelque chose comme un Eternal Witness au cimetière ou bien un guide karmique. Parce qu'en fait, en le ramenant, en le blinkant quand l'ange arrive en jeu, quand l'ange mourra, tu récupéreras soit ton guide karmique qui en le rejoint récupère l'ange directement, donc ça fait un ange immortel. Soit un Eternal Witness qui pourra récupérer la carte qui t'avait permis de réanimer l'ange, puisque a priori c'est un ange qu'on jouera pas à la main vu son prix, il sera plus souvent réanimé que joué. C'est ça. Et du coup ça fait une espèce de bête immortelle qui en plus quand elle arrive en jeu va quand même gérer un permanent. Donc je pense que c'est une carte qui au moins dans les decks réanimateurs peut avoir un futur. Ouais, même si le slot Griselbrand est un petit peu dur à prendre en ce moment quand même. Clairement c'est moins fort que Griselbrand en soi. Ça peut être un one-off. La suivante. Donc faut que je vous parle de loi martiale. Donc loi martiale c'est un T'es pas obligé, hein, si tu penses que c'est vraiment trop mauvais. Ça risque d'être un peu léger pour le construire. Donc c'est un enchantement blanc pour 4 mana qui dit au début de votre entretien, détenez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc détenez, je vous rappelle ce que ça veut dire. Donc ça fait que la créature ou le permanent qui est détenu, vous ne pouvez pas attaquer avec, vous ne pouvez pas défendre avec, et il ne peut pas activer ses capacités activées jusqu'à votre prochain tour. Donc en gros ça va tenir en respect une créature ou un arpenteur à chaque tour. Donc le gros défaut de la carte c'est que ça se déclenche au début de l'entretien, donc c'est un enchantement blanc à 4 mana qui fait rien quand il arrive en jeu. Il n'y a pas beaucoup de cartes de ce genre là qui ont été jouées en construit. Mais ce qui est intéressant c'est que c'est une carte qui va permettre de toujours gérer la principale menace de l'adversaire et donc l'obliger à s'étaler un peu pour rentrer dans les brasses. Il n'y a pas trop de cartes qui font ça à l'heure actuelle, donc c'est un peu... Je l'ai mis là parce que ça sortait un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Ça me rappelle un petit peu de Tumble Magnet comme carte, au sens où ça va gérer une menace qui n'est pas forcément encore sur table. Donc ça permet de dépenser des manas à l'avance, plutôt que quand on est déjà en retard sur le board. Cela dit, je suis d'accord que ce sera très léger en construit. En revanche, je pense qu'en limité, c'est vraiment une bonne carte. Par contre, Tumble Magnet avait un effet direct en jeu aussi. Tu pouvais potentiellement gérer quelque chose qui était déjà là. C'est un très mauvais Tumble Magnet.
Alors moi je vais vous parler un petit peu de faille cyclonique, parce que j'aime bien les cartes bleues. Donc faille cyclonique c'est un éphémère qui coûte 2 mana et qui renvoie un permanent non terrain dans la main de l'adversaire. Alors fait important, c'est un permanent non terrain que vous ne contrôlez pas, ce qui est assez important aujourd'hui puisqu'on a tendance à se bouncer des Snapcasters, des anges et autres. Mais en revanche qui a un coût d'overload, un coût de 6 c'est ça 7. Donc ça c'est un petit peu cher quand même. Mais si vous payez le coût d'overload, vous faites ça sur tous les permanents non terrain de l'adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en début de partie, ça peut se jouer pour 2 pour gagner un petit peu de tempo en renvoyant un attaquant dans la main adversaire par exemple. Mais ça veut aussi dire que plus tard dans la partie, ça reset le board. Ce qui fait que c'est une carte qui est polyvalente. Le board de l'adversaire, oui, pardon, ce qui est encore mieux. Donc c'est une carte qui est vraiment polyvalente, qui est utile à tous les niveaux de la partie. Et l'effet en lui-même est fort. C'est-à-dire, la carte est doublement polyvalente. Elle est polyvalente parce que plus la partie dure, plus son effet est fort. Et aussi parce qu'elle s'attaque à tous les types de permanents, excepté les terrains. Donc c'est tout à fait décent et ça peut être très envisageable dans pas mal de decks contrôle, voire un peu moins que contrôle, des contrôles aggro comme dirait Rémi Julien. C'est une carte raisonnable. On en discutait un petit peu avant. Alors toutes les cartes avec surcharge, si on les joue avec Snapcaster, on ne pourra pas les surcharger. Fait relativement important dans un format où tout le monde joue 4 Snapcaster ou presque. Voilà, parce que Snapcaster ça donne un coup alternatif à la carte, donc C'est ça. on peut pas jouer un autre coup alternatif. Une carte ne peut avoir qu'un seul coup alternatif à la fois. Voilà, pour le coup on va quand même le préciser, ce bounce en limité ça risque d'être quand même vraiment une boucherie. Ça aurait plus qu'une boucherie, ouais, c'est clair. Juste une petite chose sur le coup alternatif, dans le cas des sorts Phyrexian, tu as entre guillemets 2 coups alternatifs, puisque même sous Snapcaster tu peux les payer pour des points de vie. Parce que c'est pas un coup alternatif, c'est la mana Phyrexian, c'est un mana qui te dit elle peut être payée pour un mana coloré ou pour 2 points de vie. Mais les 2 points de vie sont pas un coup alternatif de. D'accord, c'est juste la nature de mana. Ok. Voilà, c'est la nature du mana qui D'accord. est comme ça. J'avais posé la question justement après avoir testé un peu en Legacy. Parce que la première fois j'ai fait ça sur ma Force of Will, j'ai fait ça marche pas. Ça va être un peu dur quand même. C'est clair. Alors ensuite on a le Capitaine de Circonscription. C'est une bonne 2-2 initiative pour 2 blancs comme on sait en faire de plus en plus maintenant. À l'appel. Par contre elle a un petit effet qui se coule quand même parce qu'à chaque fois qu'elle attaque, non qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, pardon, tu mets sur le champ de bataille un jeton de créature, un soldat. Donc il crée des soldats un petit peu à l'infini quand il touche. Ça permet de se faire une petite armée tranquillement. Le thème soldat, est-ce qu'on a des lords en ce moment des soldats? Non mais c'est Après il y a toutes les anciennes pour les créatures blanches et j'imagine Ça. que le soldat est blanc. Il y a une ancienne pour les tokens qui est ressortie Et aussi. puis il est humain et soldat, c'est quand même les 2 meilleurs types à avoir C'est quasiment ça. actuellement. Humain, soldat et knight. C'est ça, donc ça marche très bien avec toutes les créatures blanches. Humain ou soldat, tu couvres tout ce qu'on peut faire de bien avec les types de créatures en blanc. Voilà, donc c'est pas foufou, mais ça pourrait être assez sympathique. Et puis si tu n'as pas de réponse rapidement, à l'air de rien, ça t'augmente tous les tours ta puissance d'attaque. Sans que tu aies besoin de jouer d'autres cartes. Quoi. C'est à toi, Timothée, tu as le droit au Oh Sphinx là des là. Carillons. J'ai pas de chance. Donc je vais vous parler du Sphinx des Carillons. Donc je vais vous parler donc d'une 5-6 pour 6 bleu, vol, Sphinx. Qui n'est pas bien, hein. C'est un mauvais Sphinx à 6 mana. Donc le texte c'est défaussez-vous de 2 cartes non terrain ayant le même nom, piochez 4 cartes. Donc le principal problème de cette carte c'est qu'il faut déjà avoir les 2 cartes qui ont le même nom, Ouais. non terrain. Et en plus il faut qu'à ce moment là tu aies envie de te défausser de ces 2 cartes là pour éventuellement piocher des terrains qui font plus grand chose à ce moment là de la partie. Donc une carte dont on parle pour expliquer que tous les Sphinx à 6 mana sont pas bien, loin de là. Ce qui est dommage, parce que souvent les Sphinx c'est assez jouable, c'est des bonnes Puis bêtes. on a eu dans le passé relativement récent des bonnes cartes, des bons Sphinx à 6 mana, entre le Sphinx de l'île de joueur qui était inciblable et le dernier, le Sphinx consacré qui faisait piocher comme pas possible. Ah ouais. Quand il pensait. Celui-là, Je sais pas si tu veux raconter, j'y vais. Non, je ne raconterai rien. j'étais malade. Donc ce Sphinx là ne. Ah, je suis pas le seul en fait. J'ai fait ça, j'ai fait ça en top 8 à Toulouse aussi. J'ai fait ça au Worlds pendant toute la journée en fait. C'est la journée où j'avais vomi entre chaque ronde, effectivement. Dans ce cas, le Sphinx c'était une 4-6 vol pour 6, ça suffisait pas. C'était pas très bien. Sur ce, Sur je vais te laisser parler de syncope. Juste sur le Sphinx, une petite chose quand même, il y a une interaction mignonne avec Squadron Hawk Squadron qui Hawk. permet de Ouais. piocher plein de cartes, mais c'est complètement anecdotique. C'est plus parce que c'est rigolo d'y penser que parce C'est que ça. ce sera un jour fort dans un quelconque format. Je suis tout à fait d'accord avec Timothée. Ouais, surtout qu'en ce moment les squads en Hawk. Ouais, qui plus est. Voilà.
Alors là, un contre, donc généralement je parle des contres parce que j'aime bien faire ça, qui s'appelle Syncope, hein, donc c'est un éphémère parce que sinon ce serait pas un contre. Hein. Ah, en Portal, c'est des rituels. Qui coûte On un l'a bleu invité, et c'est pas pour rien. hein. X mana. Donc un bleu et X mana, ça veut dire que, alors en soi ça fait pas forcément rêver, puisque si on compare à Mana Leak par exemple, il va falloir commencer à payer très cher pour avoir un effet plus puissant que Mana Leak. En revanche, c'est un contre qui peut s'utiliser à tous les stades de la partie et qui devient, contrairement à Mana Leak, pas obsolète, puisque quand on a 8 mana, on peut contrer n'importe quel. Enfin, si on considère qu'au fur et à mesure de la partie, on aura autant de terrain que l'adversaire, ce qui est souvent largement le cas quand on joue bleu contrôle, ça veut dire que n'importe quel sort que jouera l'adversaire qui coûte entre guillemets 1 ou plus, ou autrement dit tous ces sorts, on pourra les contrer avec ça. Ce qui fait que le contre reste assez raisonnable. Après, il a un effet qui se coule qui est pour le coup assez limité, qui est que lorsqu'on contre un sort, il est retiré de la partie, c'est ça ? C'est ça. Donc il fait un effet dissipate. C'est-à-dire si on contre une carte, il ne pourra pas la récupérer plus tard. Bon, ça a un intérêt, mais je pense que c'est relativement anecdotique par rapport à la value de la carte. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on veut un contre à X et un bleu ou pas. Là, pour le coup, le texte d'ambiance, c'est assez pour toi, Pierre. Alors, Il y a marqué patience, mage, te tuer tout de suite serait trop facile. oui, d'accord. Je pense que c'est la première fois que je lis un texte d'ambiance en 2 ou 3 ans. Mais, Je sais pas ce que tu rates. Le plus d'années que j'ai lu, c'était en Zendikar, une carte qui disait il y a toujours plus de scalaires. Et c'était la règle de survie du surviveur gobelin 741, quelque chose. Et j'avais lu pendant tout un topic de QT parce que j'avais que ça à faire, j'avais complètement nul. Donc je la répétais sans arrêt. Mais c'est la dernière fois que j'ai lu une carte d'ambiance magique, je crois. L'intérêt d'exiler, là, c'est essentiellement pour Grave Color qui peut être un vrai problème pour un deck bleu. Et sinon pour les cartes flashback, bien entendu. Quoi. Alors ensuite, on a le démon de profanation. Alors ça fait partie de notre série de démons 6-6 Volt pour 4 qui nous sortent en ce moment. Alors elle a l'air quand même d'avoir 2 avantages. La première, c'est qu'elle vole. Et la deuxième, c'est qu'elle fait au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature. Si le joueur le fait, tu engages ton démon, mais tu lui mets un marqueur +1/+1. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer tant que le mec a des bêtes à sacrifier. Par contre, si on n'a pas à sacrifier, ta bête elle est déjà devenue relativement grosse, et même sinon 6-6 Volt pour 4, ça met des petites patates quand même. C'est pas dégueulasse comme carte. C'est pas dégueulasse comme carte, mais ça laisse toujours le choix à l'adversaire de pouvoir la gérer. Par contre, c'est pas la seule 6-6 Volt pour 4 du format. Ça commence à faire beaucoup, je trouve. On en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Ce que j'aime bien sur cette carte par rapport à la marque précédente, c'était été établi par le démon profanateur, ou je sais pas. C'est ça, profanateur, je crois. Je suis pas certain. Qui était 6-6 pour 4, vol, piétinement, tout ce que tu veux. Et qui avait comme gros défaut en fait que tant qu'il était sur la table, tu pouvais pas gagner. Il me semble qu'il était des abysses ce démon, si je me rappelle bien. Oui, il y avait un truc Abyssal démon. Abyssal Persecutor. Abyssal Persecutor. À 3 on y arrive. Je connais les cartes en anglais en général. Et donc en fait, il a la condition, il a pas de défaut, enfin il a pas une condition qui est probablement moins gênante que l'autre. Oui, mais il a pas le piétinement. Mais on s'en fout qu'il n'ait pas le piétinement. Enfin, et quand même, te faire bloquer par une 1, ça fout un peu les boules. Oui, contre Lingering Soul, machin. C'est un petit peu son malheur, Lingering Soul. C'est ça. Mais ça permet d'avoir un kit vraiment pas cher et vraiment gros, sans avoir besoin de garder tes anti-bêtes pour pas mourir sur des bolts ou des trucs comme ça. C'est vrai. C'est toi qui était un peu le défaut, c'est que t'es obligé de lâcher tes anti-bêtes pour pouvoir le faire passer et faire la course, puis l'autre il te tuait juste en attaquant avec tout et t'arrivais pas à crever ton démon avant. Ouais. Je sais pas si ça arrivait beaucoup en vrai, mais c'est. Ça m'est arrivé en AP. Merci Jean-Julien. J'avais pas un deck très bien. La 6-6, j'avais 3 moyens de la gérer. Je m'en suis fait meuler 2 à une partie. L'autre, je l'avais déjà utilisé. Fiche. Ça pour dire que je pense qu'il est quand même plutôt un peu mieux que le précédent. Ouais. Alors, mais il piétine pas. Là, je vais pouvoir vous parler d'une bonne carte. Ça me fait quand même plaisir. Parce que tu chopes les bonnes cartes. Non, je suis pas une bol sur les 2 premières. Donc là, je vais vous parler de la nouvelle Arène Phyrexian. Donc, même coup qu'une Arène Phyrexian, c'est aussi un enchantement, sauf que c'est une aura ce coup-ci, c'est pas un enchantement standard. Précise peut-être ce que ça fait Arène Phyrexian. Hein. Alors, Arène Phyrexian, c'est un enchantement pour un incolore et 2 noirs qui vous permet de piocher à chaque tour, en échange d'un point de vie. À chaque entretien, vous piochez une carte. Donc là, vous enchantez un terrain avec celui-là. Et le terrain, tu l'engages, tu payes un point de vie, tu pioches une carte.
Donc l'avantage par rapport à Arène Phyrexian, c'est le double avantage, c'est que tu peux le faire le tour où elle arrive en jeu. Ouais. Et tu peux t'arrêter. C'est très bien quand tu es à un point de vie par exemple. Et donc l'inconvénient, c'est que virtuellement ça coûte un mana par tour. C'est ça, puisqu'il faut engager le terrain. C'est ça. Je sais pas s'il y a vraiment une carte qui est strictement mieux que l'autre, mais je pense que ça se vaut. Je dirais que l'arène est meilleure en début de partie et que celle-là est largement supérieure quand on arrive sur le late game. Donc c'est une carte qui sera certainement jouée. Est-ce que vous pensez que ça va être joué dans Jund? Pendant longtemps, à une époque, dans Jund, en moderne, on jouait l'arène Phyrexian pour faire du CA, pour faire des batailles de CA avec ton adversaire. Puis en plus, ça se cascade dans Bloodbraid Elf. Pour le coup, dans Jund, je pense que l'arène est mieux. Est-ce que tu penses que l'arène est mieux, toi, dans Jund? Ouais, tu utilises tout un mana chaque tour. Enfin, ouais, surtout pour les manlands. Vu que t'as des manlands, etc., le mana en trop, t'en fais quelque chose. Pierre n'a pas l'air d'accord. Je pense que ni l'un ni l'autre ne sera joué dans le Jund. Plus maintenant. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas besoin de jouer à Arène en Jund, mais qu'entre les deux, je préférais jouer à Arène plutôt que ça. Oui, surtout que Jund, c'est déjà un deck qui est extrêmement vulnérable à Tectonic Edge. Ouais. Et lui permettre de faire du 2 pour 1 avec Tectonic Edge. Après, tu peux toujours enchanter le terrain de base, justement, pour cette carte. Mais il en joue 3,5 des terrains de base Jund quand même. Ouais, mais il joue les fetch pour aller chercher. Il joue des fetch pour aller chercher. Ouais, mais il est obligé d'aller les chercher pour pas prendre Blood Moon déjà, tu vois. Non, mais là, pour le coup, c'est une carte qui a sûrement un avenir en type 2. Quoi. Oui, clairement. Ouais. Par ailleurs, c'est une vraiment bonne carte. Puis elle a un très joli nom. Ça va être quand même une une connexion avec la pègre. Un piocheur récursif qui est pas évident à gérer, qui va peut-être forcer les gens à jouer des Ghost Quarter dans leur deck. Puis après, alors là on n'en a pas vu dans l'extension elle-même, mais il y a peut-être des petits trucs à faire avec des choses qui détapent des terrains ou qui font des petits effets rigolos pour piocher 2 par tour. Il y a peut-être des applications comme ça. Pour l'instant, c'est vrai qu'on voit pas trop. Si, il y en a déjà une avec Arbor Elf. Arbor Elf. Voilà, ah oui, il y a Forest, qui pourrait être très très fort potentiellement. Parce que pour le coup, le jour où tu abuses ça pour piocher 2 par tour, même au prix de 2 points de vie, ça va être compliqué de faire une partie. Ouais. Elle commence à faire du CA assez ridicule. Voilà, il y a Arbor Elf qui peut très bien marcher avec. Ouais, puis Vernor dans l'extension, pour l'instant, ça a l'air assez rigolo. Ah, bah voilà. Une carte que j'aime bien. Alors ça, pour le coup, c'est pas une carte qui fera beaucoup de bruit dans l'immédiat, puisque c'est une carte qui est assez commune, somme toute. Donc prix ultime qui coûte 2 mana dont un noir, qui est un éphémère, ça commence bien, et qui fait détruire la créature monocolore ciblée. Alors, monochrome. Oui, monochrome. Ouais, autrement dit, ce n'est pas une créature qui coûte plusieurs couleurs de mana ou qui a un coût de mana hybride. Ça signifie que ça target peu de choses en Ravnica où il y aura beaucoup de créatures bicolores, sans doute pour que le truc soit pas trop pété en limité. Mais en revanche, ça veut dire que plus les formats sont vieux et donc plus les créatures multicolores sont globalement rares, plus la carte va être forte. Et si on l'applique par exemple au moderne aujourd'hui, la carte sera en concurrence avec d'une part Doomblade qui fait la même chose sur les créatures non noires et d'autre part Go for the Throat qui fait la même chose sur les créatures non artefacts. C'est possible que ce soit juste meilleur à l'heure actuelle, puisque dans les cartes multicolores vraiment jouées, bon, il y a Gates of Saint-Traft, mais de toute façon rien ne le cible, donc la question se pose pas trop. Bloodbraid Elf. Et il y a Bloodbraid Elf, mais Bloodbraid Elf c'est typiquement une carte sur laquelle c'est assez mauvais de manière générale de faire un spot removal. Il y a Kitchen Things, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Donc il y a peu de cartes que je voudrais vraiment targeter avec un removal. Les Manlands aussi. Les Manlands rouge-vert et blanc-bleu qui sont joués et qui eux sont bicolores. Ce serait le principal obstacle à la carte, effectivement, c'est les Manlands bicolores. Par contre, par exemple, ça tue un Dark Confident et ça c'est important. J'ai une question. Est-ce que ça tue les artefacts du coup monochrome? Bah, c'est la question que je voulais poser aussi. Est-ce que l'un d'entre nous a la réponse? Bah oui, bien sûr. Si une carte n'est pas bicolore, elle est monochrome en fait. D'accord. Ouais, c'est ce que oui, ça tue les artefacts, ça je suis parce qu'avant on utilisait toujours le mot monocolore, donc s'ils utilisent monochrome, c'est que ça doit pouvoir toucher les artefacts et ça peut tuer les artefacts. Ce qui la rend pas strictement moins que Go for the Throat par exemple. Oui. Parce que sinon Go for the Throat c'était strictement moins que ça. Oui, c'est vrai. Non mais voilà, je trouve que la carte est vraiment bien et à mon avis elle sera jouée périodiquement en 2 ou 3 dans plein de decks. Ouais, et puis elle est en balance effectivement avec Go for the Throat pour le moderne. Un commentaire peut-être, Jérémy? Go for the Throat c'est 100 fois meilleur que ça. Ah, je pense pas, je suis pas du tout d'accord. Mais quoi que tu tues pas avec Go for the Throat? Par exemple Ravager, une des cartes les plus importantes du deck aggro, le plus important du moderne quand même. Je veux dire, pas tuer un Ravager ça peut vraiment être un gros problème. Et en l'occurrence, ça tue un Ravager. Je veux dire, 2 des créatures qu'on veut tuer pour 2 mana très tôt dans la partie, dans le format, c'est Dark Confident qui était targeté par Go for the Throat mais pas Doomblade. Ouais. Et Ravager lui-même qui était targeté par Doomblade mais pas par Go for the Throat. Mais est-ce que les là, deux on a ne pas juste ouvrir par Abrupt Decay? Non. Après, on parlera d'Abrupt Decay
qui a encore le niveau au-dessus. Mais Abrupt Decay et Bicolore, celle-ci on peut la jouer dans plein de C'est decks. vrai. Et je pense vraiment que c'est une carte à garder à l'esprit. Bah, on va en parler tout de suite d'ailleurs d'Abrupt Decay. Je vais passer ce petit rituel. Il se l'est réservé celle-là. Abrupt Decay, on en a déjà parlé la dernière fois. Ouais. On trouvait la carte relativement Peut-être rappeler ce sympathique. que c'est parce qu'Abrupt Decay, je pense que les gens connaissent pas encore. Tu m'as eu cette fois. Partout. Décomposition abrupte pour un vert, un noir et qui ne peut pas être contré. On détruit le permanent non terrain ciblé ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Donc c'est un peu l'équivalent de Smoother, mais pour tous les permanents non terrain. Et ça peut pas être contré. On en avait parlé la dernière fois, on avait dit que ça avait l'air super bien. Mais entre temps, on a un peu essayé. On l'a mis dans un Jund. Les choses ne seront plus jamais comme elles étaient avant. On l'a mis dans un Jund et Jund s'est mis à ouvrir 2 fois plus tous les decks qui avaient un peu du mal à ouvrir avant. Le jeu deck de Shuta Yasuka, c'est vrai que c'est sans pitié pour le coup. c'est vraiment sans pitié quoi. C'est avant, t'étais là, t'avais un match-up à C'est- peu près équilibré. C'est un Là, on a contrap, ça coûte un de manque à pulse. c'est impressionnant l'effet de la carte. Et sur puis une contre partie, quoi. Delver, avant June, en gros, les cartes pénibles c'était Shackles et Fil d'infidélité en side. Et bah maintenant ils Ça sont c'est fous. fait. Et ça fait trop quoi. Une carte, enfin le fait que ce soit un contrat, que Delver puisse pas balancer sa spell pierce ou ça remonte dessus, enfin c'est une horreur. Ça positionne June en épouvantail du format avec cette carte là. Alors, avant, June c'était le jeu que beaucoup de gens jouaient parce qu'il l'avait déjà en type 2 et ça restait un tech qui était correct dans le format. Maintenant il est vraiment tout en haut de la liste là. Vraiment très très haut. Alors le format va s'adapter, mais en attendant, pour l'instant, June est vraiment avec cette carte-là un vrai ajout par Ravnica que les autres n'ont pas encore. Les autres jeux n'ont pas encore. Pour l'instant, on n'a pas réussi à mettre d'autres jeux à niveau. Du coup, j'imagine que dans tous les June, ça va remplacer Pulse. C'était pas forcément Alors, une si bonne carte que ça, pas mais par contre, 100% Pulse du temps. était mieux contre Pod quand même. Voilà, c'est un ça, petit c'est peu pas ça. 100% du temps. Là, dans les versions qu'on a repris des championnats du monde, on a enlevé un June Charm, Une pulse, une terminaison. voilà, une Pulse, une Terminate. Donc il reste encore une Pulse et une Terminate dans le deck. Pour pouvoir toucher le pod et pour pouvoir toucher l'ange l'ange de la restauration. Parce que l'ange est très important dans le format aussi en ce moment. Et il va devenir probablement de plus en plus important. Voilà, l'ange, sa meilleure capacité, ça va être de coûter 4 mana maintenant. c'est quand même fou. Mais ouais, c'est une carte qui prend pas decay, qui bloque bien une 3-2 pour 4 par exemple. Par exemple, qui aurait Haste et qui Et cascaderait. ouais, Ah, d'accord, je connais. ce serait ce genre de carte. J'ai déjà vu, ouais. Donc une carte, vous allez pouvoir commencer à les stocker, là, les décompositions abruptes. Ouais. Ça va avoir des sous. Tu vas nous parler de la suivante maintenant? Ouais, on est vraiment obligé de parler du Guérisseur Centaure ou on peut directement passer à la vraie suivante ça Bah pour le coup, je pense que c'est une carte qui va être jouée en construit, au moins Ouais. un minimum. Bah vas-y, parle-nous du Ouais, Guérisseur Centaure parce que moi j'y crois pas. Non, vous y croyez pas? Moi, sais je pense c'est- pas non plus. Je Ça, peux pas vous la vendre celle-là, je suis désolé. ça ressemble un peu à un Kitchen Finks. Ouais, c'est ce que je voulais entendre. En mauvais. En mauvais, bien sûr, en mauvais. Mais Kitchen Finks, il est pas dans le format non plus, tu Ouais, vois. mais de la même façon qu'en Gonde Soin ça ressemble à Ancestral Recall, sauf que tu viens de vendre du- des cartes quoi. Mais vas-y, raconte-nous ce que tu penses. Voilà, c'est juste une 3-3 pour 3 qui fait gagner 3 points de vie quand elle Merci, arrive. suivante. Non, non, la carte est pas. Enfin, en soi, c'est quand même fort une 3-3 qui fait 3 points de vie. Mais quand on voit que quand même les créatures sont globalement assez costauds à Magic actuellement, c'est en concurrence avec Master of the Hunt, enfin donc en français c'est Oui, machin chose qui chasse. C'était pas chasseur des landes sauvages, un truc Ouais. comme ça. En gros, Master ce of the qu'on Wild veut- Hunt. Ce qu'on voulait vous dire sur cette carte, c'est que vous pouvez la prendre avant la wheel en draft. Allez, tu peux Pour le passer. coup, en draft, elle sera bien. En draft, oui, ça sera bien. Mais Ouais, comme ça, on heureusement. te laisse parler de la sphère alors. Ah, moi non, je vais laisser Pierre. C'est Ah, c'est je vais gentil. laisser Pierre parler de cette C'est gentil carte-là. parce que pour le coup, cette sphère de détention, j'ai découverte sur mon iPhone. J'étais avec Lucas Terrier, donc un très bon joueur du nord de la France, et on était d'accord pour dire que vraiment elle est très très forte. Ouais. Donc ça fait exactement comme. Enfin, ça coûte 3 mana, dont un bleu et un blanc, donc c'est une carte Azorius. Donc c'est un enchantement, ça fait un effet Oblivion Ring. C'est-à-dire que quand ça arrive en jeu, vous allez cibler un permanent non terrain et le retirer de la partie. Et quand cet enchantement est détruit, vous rendez la carte à son propriétaire. Puisque généralement, c'est une carte de l'adversaire que vous allez prendre. Il y a une petite modification qui, je pense, enfin, il y a deux modifications qui sont très importantes par rapport à Oblivion Ring. La première, c'est que, un petit peu comme Maelstrom Pulse, vous allez appliquer cet effet à toutes les cartes qui ont le même nom.
Donc d'une part, si votre adversaire n'a pas de chance, qu'il a joué un doublon, qu'il a 2 fois la même carte sur le board, vous allez gérer les 2 copies d'un coup. Ça arrivera de temps en temps et ça vous fera très plaisir. Et d'autre part, s'il a une stratégie token, ce qui n'est pas du tout aberrant dans un format où on avait déjà Lingering Souls, où on a plein de cartes qui font des tokens, et où une des nouvelles capacités c'est Populate qui met des tokens, vous allez tous les tuer. Je veux dire, structurellement, ça bat quand même la nouvelle capacité de Selesnya qui consiste justement à faire des copies. Ouais, clairement. Donc c'est vraiment pas mauvais. C'est aussi très bien contre tous les effets du type Phantasmal Image qui mettent une copie de la créature en jeu. Donc ça c'est vraiment très fort. Et Ça rend la carte détaillée. beaucoup plus puissante en termes d'effets et beaucoup plus polyvalente pour ce qu'elle cible, puisque justement le problème d'Oblivion Ring c'était souvent les swarms de petits tokens contre lesquels c'était pas efficace du tout. Et d'autre part, une sphère de détention ne peut pas cibler une sphère de détention. C'est assez important parce que très souvent quand on jouait des Oblivion Ring, et c'est quelque chose que me soulignait Jiba avant le début du cast, en miroir de contrôle notamment, la seule chose qui gérait Oblivion Ring, qui est un enchantement, donc pas une carte facile à gérer, c'était un autre Oblivion Ring. Très très souvent. Donc très souvent finalement, vous étiez content de faire votre Oblivion Ring, et c'était juste pour voir que l'adversaire en avait un aussi qui s'annulait. C'est comme ça qu'on faisait cracher Magic Online. Et en ayant 3 Oblivion Ring qui font un cycle infini, et le logiciel ne comprend pas ça. Mais avec ça, ça marche pas. Ce qui veut dire que la solution sphère de détention est beaucoup plus permanente et beaucoup plus fiable que l'Oblivion Ring. Donc c'est vraiment une très bonne carte, polyvalente, très fiable, et avec en plus parfois un effet complètement ridicule quand votre adversaire aura 2 fois la même créature en jeu. Quand cette carte est sortie, on a commencé à avoir un sacré armada de cartes blanc-bleu contrôle quand même. Ouais, On va en parler d'autres juste après. D'abord, je voudrais rajouter un truc sur la sphère de détention. C'est que c'est aussi une carte qui. La polyvalence va jusqu'au fait d'aller gérer évacuation des terriers. Évacuation des terriers. Le truc qui met des milliards de tokens. C'est MC Warren, c'est un MC Warren, d'accord. 4 mana dans un rouge qui met 2 tokens. On vient de parler du Catarier, j'ai préféré te donner la carte en français. C'est vrai que c'était logique avec le terrier. Donc c'est une carte qui. Ça peut aller. Je sais pas jusqu'à quel format ça peut monter, mais le fait que ça gère vraiment tout, que tu puisses pas la gérer avec elle-même, que ça gère aussi des cartes de Storm. Si tu vas par là, c'est même jouable en Legacy, puisque un des C'est nouveaux decks peut-être Legacy, jouable c'est en Legacy. Show and Tell Omniscience, Ouais. Et ça gère tout qui ce donc que vise à fait poser un Omniscience pour te tuer tout de suite. Sauf que si au moment où il pose Omniscience, toi tu poses une sphère, tu remove Omniscience de la partie. Donc c'est plutôt pas dégueulasse. Ouais, c'est une carte de side qui va marcher contre tout. Contre tu- beaucoup de. Sur Show and Tell, Contre beaucoup d'effets. Ouais, Show and Tell, tu peux la retirer. c'est sûr. Ah oui, mais c'est un effet d'arrivée en jeu. Ouais. Ok. Parce que moi j'avais fait un Show and Tell, le mec avait fait Emrakul, j'avais fait Phantasmal Image, et on m'a dit ça marche pas. Peu de chance. Oui, parce que c'est un as it coming to play. C'est ça, parce que as it coming to play, comme ils Il faut viennent que les ce deux soit en une même temps en capacité jeu, qui se ça marche trigger pas. et non pas qui se. Tu vas nous parler d'expérience épique. Ouais. Tu as pu le tester. Voilà, donc T'en expérience. as de la chance. Non, mais c'est parce qu'on en a discuté au Expérience moins 5 épique, bonnes minutes on sur. avait discuté un petit peu, j'ai dit que j'avais envie d'essayer la carte. Moi je lui avais dit que c'était nul. Voilà, c'est une carte. Ouais, mais parfois il faut essayer pour s'en convaincre. Donc déjà, je vais dire ce que fait la carte. Donc pour un bleu, un rouge et X, on va jouer les X cartes du dessus de la bibliothèque si c'est des éphémères ou des rituels. Donc c'est un petit peu comme une vague de jeunesse, sauf qu'au lieu de marcher pour les permanences, ça marche pour les éphémères et les rituels. C'est ça. Donc bon, l'application, vu que c'est une carte bleu-rouge et que qui marche avec les éphémères et les rituels, l'application évidente c'était pour de voir ce que ça faisait dans Storm en moderne, où on se dit ouais ça peut faire partie en combo machin etc. Donc on a essayé pour voir ce que ça donnait. Tu as Et essayé. oui, j'assume, j'ai essayé pour voir ce que ça donnait en me disant ouais il y a des chances que ça marche pas, mais quand même si ça marche ce serait rigolo quoi. Donc j'ai testé la carte et c'est nul à chier. Donc voilà, comme ça vous le savez, vous n'avez pas besoin de le faire, je vous ai fait gagner un peu de temps pour le test pour Lyon. C'est une catastrophe, on a essayé, je l'ai fait à X égale 5 je crois, 5 ou ou 6. 6. 6 ouais, 6. Et t'as eu 3 terrains et. j'ai dit ah ouais non jamais en fait, plus jamais je fais ça. Et donc l'expérience n'était pas épique, la carte est un petit peu mensongère j'ai envie de dire. Je me suis senti très con. Faut pas non plus jeter directement la carte, peut-être qu'un jour on fera des jeux combos un peu bizarres qui seront tournés autour de cette carte. C'est une carte à potentiel bien sûr. Voilà. Mais pour le coup d'ensemble c'est juste pas la peine. Voilà, c'est une carte, il faut faire beaucoup plus de mana pour que ça fasse quelque chose quoi. Ouais. Donc ouais, bon, ça, c'est une carte qui pour l'instant ne marche pas. Bon, en type 2, ça, de toute façon, ça a l'air d'être très léger pour du type 2. Il y aura jamais suffisamment de cartes pour que ça fasse quelque chose. Donc vraiment une carte à réserver dans un format où on peut générer beaucoup de mana d'une façon ou d'une autre qui permettra de vraiment gagner quoi.
Alors, est-ce que tu as envie de parler d'une de ces deux cartes? C'est des créatures, non? Non, une seule des deux. Écoute, commence, prends-en une et puis je veux bien parler de l'autre, elles ont l'air plutôt mignonnes. Alors, je vais parler d'Ordre de Jarad. Donc, Jarad, c'est notre pote l'elfe zombie là. Ouais, qui sert à rien lui aussi. Qui sert à rien lui aussi. Écoute, 2 incolores, un noir, un vert. Et tu vas chercher dans ta bibliothèque jusqu'à 2 cartes de créatures. Tu les révèles. T'en mets une de ton choix dans ta main et une de ton choix dans ton cimetière. Donc, tu me diras sur 2, quand on a choisi une dans ta main, l'autre elle va au cimetière, quoi. Et après, tu mélanges ta bibliothèque. L'effet est relativement intéressant pour une carte à 4, même si c'est un peu cher. Tu vas tutoriser la bête que tu veux et tu vas mettre l'autre au cimetière pour la réanimer. Si c'est jouable dans un réanimateur. Ouais, c'est quand même une espèce de très mauvais gift en rituel, quoi. C'est ça, c'est une espèce de très mauvais gift en rituel. Maintenant, c'est pas dit que ce sera pas injouable en type 2, tu vois. Oui, c'est vrai. Bon, moi je pense que c'est une carte très nulle, mais. Timothée, on l'appelle le fossoyeur. Ouais, je pense que c'est une carte qu'il faut vraiment acheter. C'est une sorte de démonique tutor qui va chercher que des créatures. Quand on met une au cimetière, c'est cool, vous allez pouvoir avoir votre greffe couleur supplémentaire. Enfin, à moins d'avoir vraiment une carte qui fait un truc monumental quand elle est au cimetière. Et encore, je pense que je préférerais toujours jouer une alchimie qu'un truc comme ça. Non, ça a tous les défauts du monde. C'est noir-vert, c'est rituel, ça va chercher juste un seul type de permanent. Pour moi, c'est vraiment beaucoup trop faible pour ce que ça fait. C'est vrai que c'est dommage que j'avoue ce soit une j'y créature. crois pas, quoi. Si c'était pas une créature, on aurait pu profiter du flashback pour en faire une espèce de draw 2. Ça aurait été un peu trop fort si ça avait été autre chose qu'une créature. Les tutors qui t'en mettent un dans la main, un au cimetière. Oui, ça aurait été bien. Pour Ça 4 aurait été une bonne manants, carte. pour 4 manants rituels, ça aurait été une bonne carte, ça aurait difficilement pu être craqué. Là, on a juste une carte qui. Ouais, faut trouver une combo qui fait qu'une créature en une créature au cimetière. Bon, ça marche bien avec doublure, hein. Tu vas chercher doublure, tu vas mettre le ton que tu veux au cimetière, ou après Non, tu mais joues. ça marche avec Bloodghast C'est triste, éventuellement, quand mais même. là on est plus en type 2 donc c'est peut-être pas assez fort. Ça peut marcher avec Grave Quatre Crawler, manants, ça elle peut foutra marcher. Ouais, mais allez foutre une éventuellement, petite bête tu comme peux ça, faire c'est des clair. boui-boui avec guide karmique par exemple, enfin n'importe quelle carte qui quand elle arrive en jeu réanime une bête effectivement, et Ouais. des choses comme ça. Voilà, Je suis une d'accord doublure, que la une carte est karmique. pas. Enfin, Ah, mais j'ai pas de qualité je folle. vais pas me réveiller la nuit en y pensant. quoi. Par contre, que tu tu vas vas te réveiller. Je vais pas non plus me réveiller la nuit en En pensant pensant du au frappeur frappeur loxodon. loxodon, et dans la mesure où c'est un éléphant avec un marteau, je préfère. Un joli marteau quand même. Un sacré marteau en tout cas, s'il avait un marteau. Est-ce lui, que c'est un marteau disons que si demain matin en me levant je sors dans la rue et que je croise un frappeur loxodon, ça me fera assez peur tout de même. Est-ce que c'est un marteau de guerre Loxodon? Du coup j'imagine. Pour le coup, j'espère. Donc c'est ça une carte fait. à 3 mana, dont un vert et un blanc, donc des couleurs des créatures. Hein. Qui est une 4-4, ça commence bien, 4-4 pour 3 c'est des bonnes stats, qui peut pas être contrecarré, c'est un peu un thème d'ailleurs dans l'extension, il y a pas mal de cartes avec plutôt puissantes, disons, qui peuvent pas être contrecarrées, donc s'il nous donne des cartes cool, au moins il nous laisse jouer avec, c'est sympa. Et qui a une capacité qu'on commence à voir un peu plus souvent depuis quelques années, qui est que quand un adversaire te la fait discarder, enfin te force à discarder une carte et que tu choisis celle-ci, tu la mets en jeu à la place. Ce qui est un effet qui se cool, qui peut être bien contre certaines cartes. Après, enfin, juste ici, disons, cette capacité a presque toujours été anecdotique. Dans une très grande majorité des formats où elle a été disponible. Et en tout cas, ce qu'on sait de manière sûre, c'est que c'est pas ce genre de capacité qui détermine qu'une carte est forte ou qu'elle ne l'est pas. C'est juste que si la carte est déjà forte, on sera content qu'il y ait ce texte en plus. C'est ça. Et là, le truc, c'est que comme c'est une K4 pour 3 quand même, les stats sont suffisamment bien pour que, avec 2 capacités bonus qui peuvent être vraiment emmerdantes pour certains decks, la carte puisse être jouée. C'est quand même une carte qui. Enfin. Il y a Liliana dans le format, pour le coup, où ça peut être pénible de ne plus pouvoir vraiment utiliser le plus 1. Le fait que ce soit incontrable, c'est toujours un bonus apprécié, même s'il y a tellement plus. Avec la sortie de Manalik, on se demande vraiment pourquoi ils ont voulu insister là-dessus. Mais. Peut-être rééditer Counterspell. Non, mais des stats comme ça avec 2 bonus. Ouais. Ça devrait pas martyriser le format, mais je serais surpris qu'elle soit jamais jouée quand même. Je serais surpris qu'en type 2 elle fasse pas quelques apparitions. Après, le problème, c'est qu'on est des gosses de riches. On vient d'avoir quelques extensions de Magic où les créatures étaient quand même excessivement fortes. Enfin, pour le même prix, on a quand même eu Chevalier du Reliquaire ou même Kitchen Finks, qui étaient des cartes très très puissantes. Il n'y a plus tout ça. On peut difficilement ne pas se dire que c'est un peu en dessous. Mais comme ces cartes-là sont plus disponibles en type 2, qui sait? En tout cas, c'est clairement une carte qui est forte. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Est-ce qu'elle l'est suffisamment? C'est une autre question. Mais tu regrettes un peu maintenant d'en avoir parlé quand tu vois les 2 prochaines cartes. Hein. Timothée, tu commences par laquelle des 2? J'ai envie. Je te laisse laquelle, Pierre? Si tu pouvais me laisser le verdict suprême, ça me Ok, ferait plaisir. j'en parlerai C'est une carte qui me ressemble. j'en parlerai après toi parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette carte. Donc du coup, je vais vous parler de la révélation du Sphinx.
Donc c'est un Zénith bleu, hein. C'est un éphémère qui, pour 3 mana et X, fait piocher X cartes. Donc les 3 manas c'est 2 bleus et 1 blanc, ce qui généralement va être plus facile à payer en fait que 3 bleus. Donc, ce qui fait que la carte n'est pas disponible pour bleu noir, mais dans un contrôle pur, 2 bleus et 1 blanc, ça va être. Enfin, dans un contrôle bleu blanc, c'est quand même nettement mieux que 3 bleus. Et qui a un avantage qui est vraiment pas négligeable. Parce que le problème de ce genre de carte en général, c'est quand tu te mets full tap pour piocher comme un malade, faut pouvoir détaper en n'étant pas mort sur la table derrière. Et là, il fait gagner aussi X points de vie. Donc ça peut vraiment permettre de gagner le tour qui va faire que derrière, tu rases la table, tu as un contre en backup, etc. Donc c'est une carte qui vraiment fait oups, j'ai gagné. C'est vraiment le haut de carte parfait pour un contrôle. Pour un bleu-blanc contrôle. Et pour le coup, je pense que c'est une carte qui sera jouée et qui sera vraiment un upgrade au Zénith bleu. Alors l'avantage du Zénith bleu par rapport à cette carte, c'est que c'était un kill. Ça remélange, etc. Du coup, ça pouvait finir en kill. Mais je pense que le fait de gagner un tour par rapport à fait de conserver un kill dans son paquet, c'est juste beaucoup mieux en fait. Alors tu disais on va piocher plein de cartes et après on va tout raser, mais comment on va tout raser, Pierre? T'as vu cette transition? La transition. Non mais il a travaillé en entraînement, celle-là. Ça vient pas du jour au lendemain. On a trouvé le successeur de Thierry Roland. Tout à fait, Pierre. Et donc oui, on vient de voir une très bonne carte blanc-bleu contrôle. On va la jouer avec. Et en voilà une qui est encore meilleure, donc le verdict suprême, qui coûte 4 mana, dont cette fois-ci c'est 2 blancs, 1 bleu. Donc c'est un petit peu dur à payer, c'est 3 mana colorés sur un coup de 4, mais ça reste tout à fait faisable, surtout qu'il y aura pas mal de fixeurs. Ouais. Ça fait un effet, enfin pas colère des dieux, Day of Judgment, puisque les créatures pourront régénérer, mais ça détruit toutes les créatures. Donc c'est quand même un effet le retour de colère qui était plus là en M13. Tout à fait, avec un petit ajout qui à mon avis est super important, qui est qu'on ne peut pas contrer cette carte. Ouais. Donc c'est encore ce cycle de cartes qu'on ne peut pas contrer. Alors pour le coup, sur un effet comme ça, c'est très très fort. Parce que, on en parlait un petit peu avant, à Magic, une stratégie assez classique pour battre les jeux contrôle lourds qui se reposent beaucoup sur des effets Wrath of God pour gagner les parties. En effet, ces jeux-là, ils sont faciles à battre quand on joue des créatures et quelques contres. C'est-à-dire, globalement, l'adversaire, tantôt il pioche, tantôt il fait une colère des dieux. On joue des créatures, on le laisse piocher, et au moment où il fait une colère, on la contre. Et le tour suivant, on le tue. C'est une stratégie efficace. Maintenant, ça marche plus. Donc en fait, ça invalide un petit peu cette stratégie qui contraint naturellement les contrôles lourds. Et maintenant, on peut engager 4 mana en étant sûr du résultat, ce qui permet de jouer la partie déjà de manière beaucoup plus safe, puisque ça veut dire qu'on peut sans trop de problème accepter de laisser l'adversaire bien se développer dans les tours précédents. Et donc, par exemple, utiliser son tour 3 pour jouer un piocheur, pour jouer quelque chose qui va donner de la mana, enfin pour de la value, en se disant c'est pas grave, je sais qu'au tour suivant, je vais rééquilibrer les choses. Et en plus, peut-être au tour d'après, regagner des points de vie avec le piocheur dont Timothée vient de parler. Mais ça veut dire que c'est une carte qui résout beaucoup de choses. Et là, je vais être un petit peu long sur celle-là, mais je pense vraiment que c'est une des toutes meilleures cartes de l'extension, sincèrement. Actuellement, le format très en vogue, c'est le moderne. Il va y avoir le Pro Tour en moderne, suivi du GP Lyon en France en moderne. Et une stratégie qui est très, très populaire, c'est une stratégie de type Delver. C'est-à-dire des bêtes pas très chères, avec des bons effets d'arrivée en jeu, qui ont généralement une force assez élevée par rapport à leur coût de mana, donc des créatures efficientes en attaque. Un autre exemple très bon, c'est Cliff Dijon. Ouais. Et des contres justement en backup pour empêcher de jouer contrôle. Et ça marchait très bien parce qu'il n'y avait aucun jeu contrôle dans le format. Parce que la conjonction de June, qui est un jeu qui est structurellement très fort contre jeu contrôle, et de Delver, ça rendait impossible de jouer contrôle. C'est pas impossible que cette carte remette à elle seule cet équilibre-là en question. Parce que franchement, en tout cas pour Delver, c'est une carte très problématique. Et même contre June, dans l'effet colère des dieux, c'est absolument pas négligeable. Donc je crois que s'il y a une carte sur laquelle je mettrais un billet aujourd'hui, c'est celle-ci. Avant que Timothée se répande encore un peu sur la carte, je voulais juste préciser que c'est la carte qu'on t'offre quand tu achètes une boîte de booster. Je vais donc acheter une boîte de booster. Voilà, donc je voudrais juste rajouter pour la démonstration, démontrer par l'exemple ce que vient de vous dire Pierre. Donc sur les quelques dernières années, on a eu en stratégie dominante, on a eu quoi? On a eu Fairies. On a eu Coblade, on a eu Delver et on a eu Jund. Donc 3 sur les 4 dernières stratégies qui ont vraiment dominé le format type 2. C'est des decks bleus avec des petites créatures et des contres pour pas mourir sur Brass en gros. Des agro-contrôles, tu poses une menace et tu la protèges jusqu'à c'est la fin. Le plan c'était ça et ça a très bien marché, ça a dominé les formats pendant des années.
Et une carte comme ça invalide à elle toute seule ce type de stratégie, puisque tu ne peux plus contrer la carte clé, la colère de Dieu. Donc du coup, c'est une carte qui aurait peut-être empêché Ferris de dominer le format. Ça n'aurait pas rendu inexistant, mais ça aurait peut-être pu l'empêcher de massacrer. Je pense que quand on dit invalidé, il faut quand même qu'on soit clair, ça ne veut pas dire que ce genre de stratégie devient injouable à cause de la carte. C'est ça. Ça veut juste dire que ce genre de stratégie rendait injouable les stratégies contrôle lourd et que ça redevient possible de jouer contrôle très très lourd. Voilà, et l'avantage qu'avait l'avantage naturel des agro-contrôles sur les contrôles purs disparaît. C'est une carte qui peut aller peut-être même jusqu'en Legacy, puisque contre des decks contrôle qui perdait contre Ondin, typiquement c'est une carte qui va peut-être ouvrir. Il n'y en a pas des decks contrôle en Legacy. Pas vraiment. Des decks un peu plus lourds qu'on a avec du bleu aussi. Après, peut-être que ça va permettre au Legacy de trouver un peu de contrôle. Je sais pas. Je suis pas convaincu que le Legacy, honnêtement, ait besoin d'un effet Wrath of God dans l'absolu, parce que souvent ça se repose sur une créature très forte, un Tarmogoyf, une chevalière, plus rarement sur des masses de créatures. Et dans les rares cas où ça se repose sur des masses de créatures, souvent ils ont la célérité. Du coup, je suis pas à 100% convaincu que ça ira jusqu'en Legacy. En revanche, jusqu'en moderne, ça j'en suis vraiment convaincu. Ah oui, en moderne, c'est certain. Et enfin, vraiment, je partage l'enthousiasme de Timothée sur la carte. Je trouve qu'elle est bien designée en plus. Ouais. Je veux dire, elle est dans les bonnes couleurs, le coup de mana est correct, elle est puissante, mais elle n'est pas non plus du type à totalement interdire des stratégies basées sur l'agression. Elle est vraiment raisonnable. Ouais, vraiment très très bien. Donc très jolie aussi. Une carte en plus, impactante. Donc les deux dernières cartes donnent quand même envie d'essayer de monter un bleu-blanc bien lourd, bien contrôle. Ouais. Ça plus le ring. Voilà, là, ça fait quand même trois cartes excessivement sympathiques pour contrôle. C'est ça. Un tout dernier détail aussi, c'est que ça va éviter, et ça c'est bien en termes de plaisir de jeu, je trouve. C'est partie un petit peu frustrante où tour 3 ton adversaire te fait un Geist of Saint-Raft et où tu peux pas le tuer et tu perds la partie. Bah, si tu as cette Vrasse en main, tu es sûr à 100% de tuer son Geist of Saint-Raft, il ne peut rien faire. Et ça c'est vraiment un soulagement. Une carte traumatisante. Ça sent la souffrance. Alors moi je vais arriver sur Vraska l'Inapparente, notre magnifique arpenteur vert noir. Il y a eu beaucoup de débats. Alors on rappelle ce qu'elle fait. Donc elle a 5 marqueurs. Elle a 5 marqueurs, elle coûte 1 vert, 1 noir et 3 incolores. Et comme tout bon arpenteur qui se respecte, elle a 3 effets. Donc pour plus 1, jusqu'à votre prochain tour, à chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à Vraska, tu la détruis. Donc c'est une sorte d'effet de protection. Pour moins 3, tu détruis le permanent non terrain ciblé, ce qui est plutôt sympathique. Et pour moins 7, donc 3 tours après qu'elle soit arrivée en jeu si tu fais que du plus 1, tu mets sur champ de bataille 3 jetons de créatures 1-1 assassins. Parce que c'est des assassins, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'ils blessent un joueur, ce joueur perd la partie. Quand même des assassins relativement efficaces. Alors il y a eu vraiment beaucoup de débats sur cette carte. Et il y a des gens qui pensent qu'elle est bien. Il y en a encore. Je ne sais pas qui. Mais il faut voir. Enfin, moi, je la trouve vraiment pas terrible. Son effet plus 1 est vraiment pas bien. Elle va essayer de se protéger. Une fois sur deux, c'est une grosse créature qui va lui mettre une buff qui va la rendre, qui va invalider son arpenteur pendant au moins 3-4 tours de plus. Elle est à 5 mana, donc souvent le mec à 5 mana, s'il joue aggro, ce qu'il va faire, c'est ok, je te tape toi, c'est pas grave, tu vas mourir avant. Elle a son moins 3 qui est correct. Si tu arrives à t'arranger pour qu'elle fasse 2 coups de moins 3, ça peut commencer à avoir de la value. Et elle a son moins 7 qui, bon, c'est 3 créatures à 1, ce qui implique que c'est fragile, faut que ça blesse encore avant de pouvoir faire quelque chose. Et elles sont même pas de Death Touch, je crois, donc c'est vraiment juste 3 jetons 1-1 qui, s'ils blessent pas, 4 hein. Non, 3. 3 jetons à 1, s'ils blessent pas, ils font rien quoi dans la vie. C'est des phages. C'est des phages, c'est 3 phages. Donc voilà, son premier effet semble intéressant, mais quand on y réfléchit, il est vraiment pas si bien. Son deuxième effet est très bien, mais c'est pour 5 mana, donc c'est le coup de Desert Twister, et si tu le fais pas 2 fois, bon, elle va rien faire, tu auras vraiment payé beaucoup de mana pour pas grand chose. Et son ultimate semble sympa, mais il est vraiment très très facile à gérer quoi. Donc elle fait vraiment pas gain sur table quand tu arrives à l'ultimate. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Ah vas-y, balance. Voilà, je crois pas que la carte va rentrer dans un deck qui va gagner un poteau. Hein, ça, oh non. non, mais je vais essayer d'en dire du bien. Ça veut pas dire que je pense que la carte est vraiment bien en soi.
Donc, bon, elle a une des capacités de défense qui est probablement une des plus efficaces quand même sur les Dark Hunters dans ce qu'on a pu voir. Le fait de tuer les créatures qui l'attaquent, c'est quand même très pénible. Oui, bien sûr. Ensuite, elle a un autre effet qui est le deuxième effet. C'est quand même l'effet le plus efficace qu'on puisse trouver pour détruire d'autres Archhunters. Je pense que le fait de, quand elle arrive en jeu, elle tue l'Archhunter qui est en face. C'est un truc que, bon, Elspeth faisait ça très bien en faisant un +3/+3 sur une bête pour tuer l'Archhunter qui est en face. +3/+3 vol. +3/+3 vol, voilà, ça, Elspeth gagnait bien les combats contre Jace. Cote, Tézéret aussi. Cote et Tézéret aussi, pour ça, était pas mal. Là, c'est encore plus radical parce que le fait qu'il y ait un bloqueur suffit pas. Oui, merci d'avoir parlé de Nicole Golas. J'avais même pas relevé. Qu'est-ce que je te dise? Alors, pour le coup, Card, ça marche. Ah ouais. Et ouais. Si je devais m'amuser à jouer cette carte, ce serait chiant un deck où je tournerais le jeu autour en partant du. Enfin, faut pas la jouer en haut de cœur dans un deck qui jouerait le troll de 1 pour 2 et des bestioles. Faudrait vraiment jouer ça dans un deck où tu joues pas d'autres créatures, c'est ton kill et c'est un couteau suisse, et à côté tu joues des piocheurs, des anti-bêtes. Et le plan, c'est que t'as un truc qui va faire de la gestion jusqu'au moment où tu peux killer, c'est tu joues l'attrition et le long terme. Donc tu joues des piocheurs et des anti-bêtes, tu joues déjà 3 couleurs quoi. Non, parce que t'as un piocheur en noir, t'as une arène Phyrexian et t'as signature de sang, donc tu peux avoir des piocheurs en noir qui sont pas si inefficaces. Et le vert, tu peux quasiment juste placher le vert pour ça, vu qu'effectivement dans ce type de deck, le vert n'a pas forcément grand intérêt. Mais c'est une carte qui au niveau du design est intéressante, puisqu'avec 3 capacités la Vindicate est assez classique, mais les 2 autres capacités sont relativement nouvelles. Finalement, il n'y a que Phage qui a ce type d'effet. Tu peux peut-être la jouer dans Wall Control, tu vois, avec le petit terrain qui rend une bête imbloquable. Merci Jiva d'essayer d'apporter un peu de sérieux aux commentaires que j'essaie de fournir sur cette carte. Tu veux en dire du bien, j'essaye. Non mais et à la limite pourquoi pas. Mais sur le coup, je trouve que c'est une carte qui a un design intéressant et le fait de pouvoir détruire un Archhunter, c'est pas ridicule. Je la trouve vraiment pas ridicule. Bon après effectivement a priori ça reste une carte, un rituel noir-vert pour 5 mana et son gros problème c'est que le +1 tu peux l'ignorer si t'attaques. Si t'es en mode j'attaque, je te bourre, si tu joues aggro, tu peux ignorer complètement son +1 et simplement aller attaquer le joueur. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Vraska l'inapparente. Tu veux en rajouter un peu, Pierre? Enfin, je suis assez d'accord avec toi, Jiba. Je suis d'accord avec Timothée qu'on peut monter un deck où elle sera semi-correcte, mais enfin, monter un deck exprès pour une carte soit juste semi-correcte, c'est vrai. Si oui, moi, elle me fait un petit peu l'effet d'une fille très belle mais obèse. J'ai regardé en fait la première ligne de texte et j'ai trouvé très intéressante. C'était une façon très, très innovante de se protéger pour un Stalker et potentiellement très pété. Parce que s'il avait fallu attaquer, ça aurait été un cauchemar, ça aurait été une espèce de gigon bis. Ça aurait été vraiment une bonne carte. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune raison de l'attaquer. Et du coup, j'étais très déçu quand j'ai baissé les yeux en fait. J'ai vu son visage, je trouvais ça formidable, et après j'ai vu le reste. Et du coup, je pense que la carte est juste très 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 mauvaise. Parce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Tour 5 par exemple, on engage 5 mana, on la joue, on fait son +1 parce que sinon elle va juste mourir. Et on n'a rien fait. Pour 5 mana, on a littéralement fait rien. Puisque l'adversaire va nous attaquer le tour après. Donc on a payé 5 mana pour faire une espèce de Vindicate avec suspendre. Pour 5 mana, tu fais une Vindicate, tu gagnes 2 points de vie. Ouais, voilà. C'est quand même pas violent. Hein. On parle vraiment d'un effet fatigué comme moi après 100 mètres. C'est vraiment une carte que je jouerai jamais. Mais pourtant, le dessin est joli encore une fois. C'est du Alexis Briclot. Je le connais pas personnellement, mais allez, on va s'arrêter sur Vraska. Il doit très bien dessiner. C'est un français. D'accord. Allez, on va s'arrêter sur celle-là, on va parler d'une carte qui aura peut-être plus d'avenir quand même. On va militer un peu. Qui c'est qui parle de la militante Dryade? Bah vas-y, t'es bien parti. Ah non, je viens de faire Vraska. On s'en fout. On est à 12 voix. Alors la militante Dryade, c'est une 2-1 pour 1. Soit pour un blanc, soit pour un vert, donc le magnifique mana hybride. Et elle fait quand une carte d'éphémère ou de rituel devait être mise dans un cimetière d'où qu'il vienne, tu l'exiles à la place. Donc en fait, elle a un petit panneau derrière elle, il y a un Snapcaster, il est barré avec une grosse croix rouge dessus, comme ça il fait c'est fini, on arrête les conneries. Et qui était déjà le coup de Cavern of Soul, hein. Ils ont écrit tout un article pour dire ouais, enfin, on avait édité Manalik, après on a fait Snapcaster, on s'est dit c'est un peu pété, on va faire un truc pour empêcher ça. Militant de Dryade, c'est la suite de la réponse, on va dire.
Il est vraiment. C'est une 2-1 pour 1, ce qui est vraiment pas ridicule dans tous les formats où c'est joué. Ça ressemble à un Lion des Savanes, sauf que ça a deux couleurs différentes. Quand j'ai commencé à jouer à Magic, Lion des Savanes, c'est une très bonne carte, quoi. Ouais. J'ai vieilli. Et là, oui, c'est clair, ça a changé Magic. Hein. Et vraiment, son effet est vraiment très 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 bon. Alors, en plus de Snapcaster, qu'est-ce que ça invalide d'autre, les enfants? Ça invalide la moitié du format, quoi. Enfin, ça invalide Ignoring Souls, par exemple. Enfin, ça semi-invalide Ignoring Souls. Semi-invalide, à chaque fois, il y a quand même. Ça invalide Dredge. C'est salement moins fort. Oui, enfin, l'Ignoring Souls, tu fais tes 2 tokens, il peut plus attaquer, quoi. Ouais, non, mais c'est pas. Non, ça l'invalide pas, c'est vrai. Ça fait qu'il fait moins de value. Ouais, tu fais moins de value. C'est une bonne carte. Très fort contre Storm moderne qui passe une fois sur 2 par Past in Flame pour jouer de son cimetière. C'est ça. Non, donc, sans vraiment invalider les stratégies entières, c'est une carte qui donne lutte efficacement. Un bon gros coup de pied. C'est une carte proactive et sans perdre de force pour être proactive, quoi. Je veux quand même revenir sur Dredge, ça invalide vraiment Dredge. C'est d'où qu'elle vienne la carte. Donc si Dredge, tous ces trucs qui pourraient dredger, qui pourraient être intéressants, sont remove à la place. Ouais, ça lutte très bien contre la stratégie Gift. Gift Reanimator notamment, ce que je jouais l'an passé à Turin. Ça lutte contre Tarmogoyf d'une certaine façon, puisque ça veut dire que les Tarmogoyf seront plus petits, mais ça c'est pas forcément une bonne chose en revanche, parce que c'est souvent une carte qui sera jouée dans le même deck que Tarmogoyf, et ça j'en parlais avec Rémi Fortier qui a attiré mon attention là-dessus. C'est que la carte est évidemment forte en elle-même, mais on peut pas la jouer dans tous les decks. Enfin, c'est pas une carte qu'on va mettre facilement dans beaucoup de decks, parce que dans Zo par exemple, qui se reposait beaucoup sur l'interaction Snapcaster Tribal Flame pour avoir une reach affreuse où il te mettait 10 points de vie alors que tu te sentais safe, ça marche plus. Et du coup, comme je pense que cette interaction fait partie des seules bonnes raisons de jouer Zo, je pense que Zo va juste décider de ne pas jouer cette carte, alors même que structurellement elle a l'air forte contre les decks qui normalement sont des problèmes pour Zo. Sauf si deux decks se mettent à jouer cette carte là, du coup il va devoir trouver une reach différente ou changer sa stratégie. Je suis d'accord. Ouais, mais peut-être faire une apparition dans Maverick en Legacy. Une solution pour oui, oui. C'est une carte facile. C'est une carte Legacy. En Legacy. Enfin, c'est une carte qui peut jouer dans tous les formats, vraiment tous pour le coup. Et j'en vois pas un seul où elle n'a pas d'application intéressante. En revanche, elle peut facilement te pénaliser, donc faut un deck. Enfin, c'est pas une carte qu'on peut juste jeter dans un deck. Faut bien réfléchir à son deck. Je remarque que c'est un soldat, donc ça marche très bien avec le petit faucon de M13. Peut-être qu'à force on arrivera à jouer le faucon. Je joue un deck Dryade et Faucon. C'est la classe. Je joue un deck. Puis c'est une 2-1 pour 1 verte. C'est assez nouveau ça quand même. Oui, c'est vrai. Il y a eu un 2-1 pour 1 vert, mais son adversaire. C'était infâme. Son adversaire pouvait payer un bleu pour pas qu'il inflige de blessure. Un bleu quand même, tu vois, c'était vraiment la pire couleur qui pouvait payer du mana. Je crois qu'il y en avait déjà un qui a été mini-joué, qui était un hybride vert-rouge, qui s'appelle le Tattermunch Maniac. Mais qu'attaque à chaque tour. Il était obligé, il y avait un défaut, c'est la qualité quoi. C'est une énorme upgrade à une bête à un mana vert de 2-1 quoi. C'est une belle carte, indiscutablement. Ah bah vas-y, tu vas nous parler de l'élémental de Niv Magus, il est fait pour toi. Ouais, c'est encore une carte où un petit peu avant qu'on allume le podcast, j'ai demandé aux autres ce qu'ils en pensaient. Et tu t'es fait bâcher. Et on m'a dit que c'était nul. Donc du coup, je vais expliquer pourquoi c'est nul. Donc c'est une 1-2 pour un rouge ou un bleu. Une carte hybride. Donc dont le texte est exiler un sort d'éphémère ou de rituel que vous contrôlez. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur l'élémental Niv Magus. Donc déjà, c'est un effet qui est vraiment nouveau pour le coup. Exiler des sorts d'éphémères ou de rituels alors qu'ils sont en pile, avec cet effet-là sur une créature, c'est quand même un truc qui... je peux pas garantir que ça n'existe pas à 100%, mais c'est un truc qui me dit rien. Comme on n'a pas Rémi Julien, l'encyclopédie à côté. Mais je vois pas de carte qui a pu être jouée à un moment ou à un autre qui a ça. Donc il y a plusieurs utilisations possibles de la carte. Déjà, si tu perds une bataille de contre et que tu as ça sur la table, c'est un peu moins grave parce que tu retires ton compte de la partie et tu as une 3-4. Et une 3-4, en soi, dans un deck bleu avec des contres, généralement c'est un kill. Donc l'effet à ce niveau-là n'est pas ridicule. Ensuite, il y a l'effet ange. Il y a l'effet ange, tu joues un anti-bet, l'adversaire joue un ange de la restauration pour contrer l'anti-bet. Tu manges avec lui, t'exiles ton anti-bet et t'as une 3-4. C'est à nouveau un effet qui est assez intéressant parce qu'en plus, si derrière si t'attaques avec, l'adversaire va hésiter à bloquer ta 3-4 en se disant
S'il bloque, tu vas pouvoir la grossir, il va perdre sa bête quoi. Oui, généralement quand il a Il y a un côté il a plus de dissuasif. mana. Il y a un côté dissuasif sur la créature qui fait qu'il est difficile à bloquer. Une fois qu'elle est boostée une fois, c'est quand même vraiment difficile de la bloquer. Et après, l'autre effet, c'est d'y aller en mode mongol. Tu joues ça tour 1, tu joues deux éphémères rituels tour 2, tu bourres à la 5-6. Et il y a des decks à qui ça peut poser de problème. Les decks qui n'ont pas vraiment de vrai removal. Non, mais c'est une utilisation un petit peu stupide de la carte, c'est bête et méchant. Mais une 5-6 qui attaque tour 2, il y a des jeux juste ils vont perdre comme ça quoi. On en a fait des decks qui avaient des 5-6 tours 2 et ça n'a pas suffi. Le problème, c'est qu'il me semble, c'était un petit peu. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que c'est bien, on se fait perdre en value à l'adversaire sur ses contres, notamment quand il y a des contres qui piochent, puisque du coup il ne piochera pas. Ouais. Donc ça peut être très intéressant comme capacité, même si je pense que ça ne justifie pas de jouer la carte, c'est bon à savoir. En revanche, le coup de faire une 5-6 tour 2, c'est vrai que c'est faisable et qu'il y a quelques decks que ça va battre, mais si c'était une stratégie viable dans l'absolu, ça fait longtemps qu'on joue à des cartes avec des 1 pour 1 et des changements quoi. Et bizarrement, personne n'a jamais fait ça, c'est probablement parce que la stratégie est juste pas forte. Non, c'est pas viable dans l'absolu. C'est juste qu'il y a des decks. Le fait que ce soit pas viable fait qu'il y a des jeux qui ne sont pas obligés de prendre en compte ça. Ouais. Et tu peux jouer la carte pour ces autres utilisations. Et contre ce type de deck là, bah, tu vas juste jouer au con et bourrer à la 5-6 parce que ça va suffire. Il y a des decks qui seront pas capables de gérer ça. C'est toi qui disais qu'il voulait la mettre en side de Storm pour mettre une. Ouais, alors c'est une autre option, c'est de la mettre en side de Storm en moderne. Ça a l'air d'être plus efficace que Delver pour bourrer rapidement quoi. Et si j'ai le droit de faire un parallèle pourri, la carte. Encore alors vraiment celui-là, non mais c'est pas des histoires de filles obèses, enfin. En un sens, ça dépend à quoi vous pensez que ressemble Grand Gargadon. Il a un côté fille obèse quelque part. Mais dans son utilisation, à l'époque du block time spiral, où les enfants vous pouvez plus suivre là. Il y avait le Grand Gargadon qui était une espèce de 9-7, donc une espèce de mastodonte qui coûtait des milliards de mana, mais qu'on pouvait jouer pour un rouge. Et en fait, si on jouait pour un rouge, il arrivait avec des marqueurs suspension, il y en avait 10, donc il en perdait un par tour, ce qui fait que normalement il arrivait 9 tours plus tard, enfin 10 tours plus tard, mais on pouvait sacrifier un permanent pour lui en retirer un. Et en bloc, il y avait un deck mono rouge, qui était pas dégueulasse du tout, ce que je jouais à ce moment-là, qui globalement jouait mono rouge normal, plus ce Gargadon, en se disant justement que parfois tu seras dans une situation un peu désespérée, tu vas juste sacrifier tout ton board, serrer les fesses et te dire bah, peut-être qu'il peut pas gérer une 9-7. Et de fait, ça marchait très souvent. Et cette carte, elle peut être un petit peu plus comme ça. C'est que si vraiment ça se passe mal, de toute façon, t'as perdu quoi. Donc, tu mets tous tes œufs dans le même panier et t'espères que l'adversaire il saura pas jouer avec une grosse baisse. Donc, parfois, ça marche. Le truc, c'est qu'il y a un 2 pour 2, donc c'est pas bien en soi, mais ça coûte qu'un mana, machin. C'est pas complètement dramatique comme carte. Après, il y a de fortes chances que ça suffise pas pour être joué parce que c'est trop situationnel. Mais il y a un design qui est rare. Un design qui est nouveau et je peux imaginer des situations dans lesquelles cette carte soit sortie des boîtes à chaussures et redevienne jouée parce que ça va être bien contre un jeu, parce que ça va être bien dans un format, dans un metagame donné. Il y a peu de chance mais ça peut quoi. C'est possible. Et un point quand même qui avait été soulevé sur MTG France par SMC, toujours prompt à noter les petites anecdotes comme ça, ça évite de perdre contre le jeu Hive Mind qui vise donc à jouer un pacte, à te le faire copier et tu pourras pas le payer à ton entretien, tu le perdras. Tu peux retirer le pacte et donc tu n'auras pas à le copier. Mortel. C'est totalement anecdotique mais c'est très inspecteur gadget comme stratégie. Mais si vous y arrivez, c'est rigolo. Ah, c'est clair que le mec il se suicide en face parce que lui généralement il peut pas payer son pacte. Oui, c'est ça. Gogo gadget à l'élémental machin chose. Mais bon. C'est quand même une édition où on a beaucoup d'effets qu'on n'avait jamais vus avant, je trouve. Ouais, au niveau du design, il y a plein de cartes qui sont intéressantes, qui ne sont pas forcément jouées, mais qui ont... Alors je sais pas si c'est dû au fait que IZ ils font des expériences un peu bizarres et que du coup leurs cartes IZ elles font des effets un peu bizarres. Et là t'as une sorte d'illustration, t'as une sorte de Pokémon qui est en train de faire un Kamehameha, je sais pas, c'est original, moi j'aime bien cette carte, je trouve que ça ressemble plus à Magneto. Il y a quelque chose de quasiment artistique dans le design, quoi. Il y a un truc vraiment sympa, de novateur dans les faits, de potentiellement puissant, même si au fond on sait que la carte a priori elle sera jamais jouée, quoi. Enchaîner avec une carte bien beau, Pierre, je voudrais que tu nous en parles. Non, elle a pas de bleu. Pourtant, alors là, c'est une créature, il n'y a pas de bleu et en plus ça a l'air fort donc c'est vraiment pas pour moi. Quoi. Ça va être un bon exercice pour toi, Pierre. Parle-nous. J'ai fait le premier démon, je peux faire le deuxième. Je vois que Jibat a les yeux brillants et quoi qu'il reste là. J'irai pas jusqu'aux yeux brillants, mais. Comment Pierre s'est fait sauver la vie par Jibat? C'est vraiment la carte de beauf. On parlait du Jibat, vu que vraiment t'avais envie de parler de cette carte de beauf, j'ai essayé de la refiler à Pierre. Vas-y, parle. Si Booba devenait une carte magique, bah, ce serait lui quoi. On parlait tout à l'heure des 6-6 vol piétinement pour 4. Ben là on a Rakdos.
Rakdos, c'est déjà c'est la beaufitude à Magic, c'est ça? Bah oui, c'est la guilde rouge-noire, hein, c'est quand même. Non, mais je sais pas si tu te souviens du premier Seigneur Rakdos. J'étais pas né. C'est une carte quand même, quand t'attaques avec, tu sacrifies la moitié de tes permanents. Et s'il touche, l'adversaire sacrifie la moitié de ses permanents. Alors je crois que toi c'était un arrondi à l'inférieur, lui au supérieur, un truc comme ça pour que tu fasses un peu de value avec. Mais c'est quand même une carte bien dramatique. Et bah c'est un peu moins beauf, mais quand même. Là pour le coup, elle a quand même des effets plutôt qui rigolent pas. Elle coûte 2 rouges et 2 noirs, donc comme tous les maîtres de guilde, ils sont en 2 manas de chaque couleur et parfois des incolores. C'est un démon légendaire, hein, il n'y en a qu'un. Et il 6-6 vol piétinement pour donc ces 4 manas là. Donc comme l'abyssal persécuteur. Comme l'abyssal persécuteur, sauf que lui il a un défaut pour être joué. C'est qu'on ne peut pas le jouer si aucun adversaire n'a perdu de points de vie ce tour-ci. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir attaqué avec une bête ou avoir fait un petit truc pour mettre des points. Et derrière tu as ta 6-6 vol piétinement pour 4. Par contre après elle a du bonus. C'est-à-dire que si tu mets des points de vie. Si tu blesses ton adversaire, pour chaque point de vie qu'ils ont perdu ce tour-ci comme ça, toutes tes autres créatures coûtent un incolore de moins pendant ce tour-ci. Donc il va baisser le coût de tes prochaines créatures. C'est un peu comment il s'appelait cet effet en M12 ou en M11 déjà peut-être, quand tu blessais ton adversaire, tes créatures elles étaient plus grosses. Bloodthirst ? Soif de sang. Soif de sang. Pour le coup ça vient de la Ravnica l'ancienne quand même. Ah oui bah voilà. C'est la capacité de grûle à l'origine. Donc il a une sorte de Bloodthirst, on peut pas le jouer tant qu'on n'a pas blessé son adversaire dans ce tour-ci. Mais après c'est une 6-6 vol piétinement pour 4 qui en plus derrière te permet de jouer tes prochaines créatures potentiellement beaucoup moins chères. Ça je pense c'est anecdotique. C'est relativement la dernière anecdotique. capacité, je pense qu'on s'en fout vraiment. Mais je pense qu'on peut l'avoir comme une 6-6 flying trample que tu peux jouer que si tu as blessé ton adversaire. Ouais, c'est très pauvre quoi, mais c'est efficace. C'est efficace. Le fait est il que prend pas Abruptité. blesser son adversaire, c'est quand même pas si compliqué Non. dans ces couleurs-là. En plus, c'est une paire de points de vie. Donc, Paire de points de vie, ouais. Voilà, si ça va aussi marcher si l'adversaire a fetché pendant ce tour-là. Ça va aussi marcher si c'est dit je vais engager mon terrain pour piocher une carte. Ouais, alors après. Ouais, alors si ton adversaire fait le con pendant ton tour, ça va marcher. Bon, en général, l'adversaire, s'il est un peu malin, il va jouer au tour. Il va essayer de pas perdre de points de vie tout seul. Mais mettre des dégâts à l'adversaire, c'est quand même pas trop compliqué. Ouais. Généralement, dans ces couleurs-là. Alors après, moi je vais plus jamais être invité parce que je suis toujours le mec qui dit non, mais c'est pas très bien, t'as vu. Voilà, c'est une créature donc il aime pas. Mais, Ouais, concrètement, voilà. mais concrètement, je pense que ce sera pas joué en tout cas cette année parce que c'est en rouge, ça coûte 4 et c'est clairement fait pour des decks agressifs. Ouais. Il y a beaucoup de concurrence sur ce créneau-là. Alors, Ouais. on avait en Scars of Miranda, on était habitué à très bien avec Koth et Hero of Oxidridge, qui étaient 2 excellentes cartes. Et actuellement, de disponible, on a Hellrider, qui à mon avis est très peu joué par rapport à sa puissance, mais qui a le même coût converti de mana, qui met beaucoup de points, et que tu peux qui a la célérité, et que tu peux caster même si t'as pas mis de points ce tour-ci, ce qui fait qu'au top deck, c'est juste mieux quoi, puisqu'il y a une ligne que tu peux jouer et l'autre pas. En même temps, avec la célérité, heureusement que tu peux la jouer si t'as pas eu de points. Oui, c'est clair que sinon avec la célérité, ce serait une moins bonne capacité, mais du coup, je pense que Rakdos va quand même avoir du mal en comparaison à être très 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 joué. C'est vrai que c'est potentiellement moins fort que Hellrider, ouais. C'est Alors, même une très fois que certainement Hellrider moins sera fort. plus dans le format, faut voir s'il y a vraiment un deck noir-rouge, tout ça. C'est une carte avec un potentiel, mais ça devrait pas révolutionner les choses. Mais du coup, même si quand je la lis, je la trouve très forte, je suis pas au final convaincu que ce soit joué un jour. Alors ça va être la minute DH. Ah non. Mais si, c'est une créature légendaire. Ah oui, c'est vrai. C'est une créature légendaire et en noir-rouge de disponible, il y a l'Isolda. Il y a qui? Il y a l'Isolda disponible en noir-rouge en créature légendaire. Je sais pas qui c'est. Voilà, c'est ça de parler avec des enfants. Elle aussi, c'est une fille qui vient de l'ancien Ravnica, c'était déjà été bien biffé, mais. Donc, c'était une 3-1 pour. À l'époque, c'était une 3-1 pour 3, noir-rouge. Et tu payais 2 mana, tu sacrifiais une créature, tu piochais une carte si elle était noire, tu mettais 2 à une cible si elle était rouge. D'accord. Et bah je pense que là pour le coup c'est un peu plus patate dans ces couleurs-là en EDH. Ok. Bon, après, je C'était pense quand même que si tu joues un EDH Rakdos, ta femme te quitte, mais pourquoi pas. Et bah figure-toi dépend que je des connais femmes. des gens qui jouent un EDH Rakdos avec l'autre Rakdos, l'ancien. Bon, ouais, désolé à vous, si vous Et, croisez, ne me frappez pas. et ils sont mariés, ça se passe très bien, enfin, je suppose, j'espère. Un petit coucou à Simon et Sandra si vous nous écoutez. Du coup, vous voulez que je la fasse celle-là? Encore une bête pour des toi. centres. Bon, c'est une nana donc ça va aller. Donc c'est une carte Très orientée, rouge. le pire. C'est une carte qui va pas mal avec Rakdos d'ailleurs. Il en un n'aime pas sens. les démons, il préfère les femmes, je comprends pas. Non mais il a eu des, il y a un passif là-dessus, Ouais. je préfère pas qu'on en parle. D'accord.
Donc c'est une carte, c'est une 2-2 rouge pour. Enfin, c'est une 2-2 pour 2 mana rouges. Donc un coût qui est pas toujours évident à payer. Qui se prête bien avec mono rouge typiquement. Elle a l'initiative et la célérité. Donc ça veut dire que c'est une carte avec un. Oui, bien sûr. Mais parce que concrètement, les cartes qui coûtent 2 mana colorés, c'est pas très grave quand elles coûtent 4, puisque vous avez le temps d'avoir vos terrains. Quand tu coûtes 2 mana colorés et 2, t'as une très très forte propension à être joué que dans les decks monocolores. Et finalement, des contre-exemples, il y en a très très peu à Magic concrètement de cette règle-là. Ouais. C'est très très dur de jouer du double coloré tour 2 de manière vraiment fiable. Et plus la créature est agressive, plus t'as envie de la jouer tour 2 justement. Donc elle a un design très très agressif. C'est une 2-2 célérité. Déjà en soi, on voit de quoi on parle. Initiative, ce qui en limité est toujours une très bonne capacité. On construit souvent un tout petit peu plus anecdotique. Ça veut quand même dire que globalement, notamment elle meurt pas contre un Snapcaster en combat. En gros, il y a beaucoup de créatures qui peuvent pas la tester, ce qui est pas si mal. Et un petit peu comme l'Adria tout à l'heure, elle a une capacité punitive pour les decks qui veulent abuser du cimetière, puisque là, dès qu'un joueur leur s'en sort depuis son cimetière, par contre, il peut cibler une carte dans le cimetière, ce qui est un petit peu important. Ouais. Cette créature-là lui colle 3. C'est vraiment plutôt une bonne capacité à l'heure actuelle, dans un format qu'on hérite de Innistrad, donc avec beaucoup de sorts flashback, qui globalement vont être très très peu intéressants. Puisque si tu combines le fait de mettre 3 au fait de jouer un deck agressif, et comme je viens de le dire, cette carte sera forcément jouée que dans des decks agressifs, tu commences à mettre une très très grosse pression sur l'adversaire s'il veut abuser de son cimetière. Bon, c'est un effet sympa, c'est pas une carte définitivement forte, ce sera peut-être joué un jour. Bah, si Mono Rouge est joué, il y a quand même une petite chance qu'il soit dedans, quoi. Ouais, c'est ça peut être dedans. À noter que si toi tu lances des sorts depuis le cimetière, tu te prends aussi 3. Ouais. Je me rends pas compte s'il y a des milliards de sorts dans Mono Rouge que tu devrais jouer depuis le cimetière. Moi non plus, pas, mais mais effectivement, il y a que Faceless Looting potentiellement, mais ce sera pas forcément dans le même jeu. Ouais, sauf si les jeux jouent un peu, pas forcément Mono Rouge, mais Splash Bleu pour de la reach avec du Snapcaster. Ça, je pense, c'est un bon exemple d'une carte décente qui a son intérêt, mais qui clairement va jamais être MVP, quoi. Ah, derrière, on va parler de la petite Deathrite Shaman. Ça, c'est une carte relativement intéressante qui a été spoilée aujourd'hui. C'est une 1-2 pour un mana hybride vert noir, donc soit un vert soit un noir, et elle a 3 capacités. Voilà, et c'est Jiba, notre expert en Legacy, qui va nous en parler. Oh mon dieu, si c'est moi l'expert en Legacy, on est mal barré. On va tester. Alors, elle a comme capacité, on l'engage, on retire un terrain de n'importe quel cimetière. Un fetch ou une wasteland. Un fetch ou une wasteland par exemple. Je traduis. Et on ajoute un mana de la couleur de son choix à sa mana pool. Donc c'est une capacité relativement intéressante. En Legacy, en tout cas, c'est sûr que on va l'activer très facilement. Ça permet de gérer les Knights of the Reliquary qui auraient un peu trop grossi, potentiellement d'aider un peu à baisser un Tarmogoyf. C'est bien contre Tarmogoyf et Knight, puis ça fixe bien, quoi. C'est bien aussi contre les jeux qui essayent de faire des wastelands récursives avec le Crucible. Ouais. Aussi. Donc c'est une capacité relativement intéressante qui en plus fait du mana. Ça peut être utile. Pas forcément tout le temps, mais ça pourrait l'être. Ensuite, elle a une autre capacité. Pour un noir, tu l'engages, tu retires un rituel ou un éphémère de n'importe quel cimetière et tous tes adversaires perdent 2 points de vie. Donc ça met ses petits points tranquillou sans avoir besoin d'attaquer. Ça risque pas trop. Ça reste de loin, un peu comme n'importe quel bon Grim Lavamancer. L'intérêt, c'est toujours, c'est évidemment contre Reanimator. Ça dodge tout seul Reanimator. Là, on va parler de rituel ou d'éphémère. On parle pas de Reanimator. Ah, ok. C'est bien contre Pastille Flame. Voilà, c'est bien contre Pastille Flame. Et donc, pour un vert, contre Tarmogoyf aussi. Ça reste toujours bien contre Tarmogoyf. C'est toujours bien contre Tarmogoyf. Parce que ça va vraiment pouvoir permettre de cibler la carte qu'on a envie d'enlever pour dégrossir Tarmogoyf, pour le rapetisser un petit peu. Tout en mettant des points, donc ça fait un peu la course. Voilà. Et donc la dernière qui, cette fois, est bien contre Réanimateur, merci Timothée, c'est pour un vert, on l'engage, on retire une créature d'un cimetière et on gagne 2 points de vie. Donc c'est proche de la capacité 12 qui est jouée en Legacy, sauf que bon, il faut s'engager pour le faire, donc on peut pas le faire autant de fois qu'on veut. Il me semble que Ooze, on a pas besoin. Ouais, et en plus, Ooze se grossit, ce qui est assez intéressant aussi. Je pense que c'est finalement des cartes qui sont pas si proches que ça dans le design, parce que Ooze c'est un petit peu plus spécifique, c'est très spécifique. Joli contre Réanimateur. Là, c'est une carte complètement bordélique. Très intéressante du coup. Ouais, je sais pas ce que le designer avait pris avant de la faire, celle-là. Mais elle fait un peu de tout. Elle fait rien très bien. Donc, son effet principal. Ce sera jamais une carte de side parce qu'elle s'attaque aux stratégies basées sur le cimetière, mais elle s'y attaque super lentement. Ouais. En revanche, elle peut faire du mana. Et il y a quelques decks en Legacy, notamment Bant, qui jouent les alpha mana. Ils jouent des nobles hiérarches.
si on peut utiliser de manière suffisamment fiable ses capacités à faire du mana, ça a des chances d'être un jour dans certains decks mieux que Noble Hiérarche et donc de trouver sa place main deck. Et là en revanche c'est intéressant, ça veut dire que tu joues une carte main deck qui remplit un rôle simple, accéléré en mana, et que tu es entre guillemets pré-sidé contre pas mal de stratégies en Legacy. Et qu'en plus tu as plein de petits effets qui cool, tu fais perdre des points de vie, c'est très polyvalent. Mais du coup ce sera une carte qui sera soit en main deck, soit nulle part. Je pense qu'il n'y a aucune chance de l'avoir en side dans le deck. Et l'avantage qu'avait Hierarch aussi, c'est que ça permettait de gagner les combats de Tarmogoyf, ce qui est vraiment très très important. C'est vrai qu'en revanche elle n'a pas l'exarch, elle a un design moins agressif et plus toolbox que l'exarch. C'est ça. Après, c'est une carte qui a l'avantage par rapport à Exarch, déjà ça fixe mieux et enfin spécifiquement contre Tarmogoyf, ça peut aussi le tenir en respect en virant les landes, les machins, etc. Mais t'as pas envie de jouer dans le même deck que Tarmo. C'est vrai. Alors que souvent Hierarch et Tarmo étaient joués dans le même jeu, quoi. Mais en tout cas c'est une carte que j'aime beaucoup ce type de carte qui globalement rend les parties très interactives où il y a, c'est quand même une carte qui coûte un seul mana sur laquelle tu as 3 choix possibles à chaque tour. C'est une carte intelligente, quoi. Les choix Magic, c'est le bien. Oui. Ouais, et puis 3 choix intéressants. Je veux dire, on a eu des charmes à un mana où les 3 choix n'étaient pas forcément très intéressants. Là, les 3 choix peuvent être utiles, intéressants et faire des trucs vraiment et d'ailleurs, c'est un peu plus général, on quitte de carte par carte, mais c'est quelque chose que je trouve assez marquant là sur Ravnica, c'est qu'il demande beaucoup de choix. Toutes les capacités des guildes, elles demandent de choisir, alors que les anciennes capacités de guildes, il y en avait certaines qui étaient assez, je vais pas dire inintéressantes, mais ratées, alors même que j'adorais Ravnica. Notamment la capacité de Rakdos, cette fois-ci est très intéressante, soit mettre un marqueur +1/+1 et pas pouvoir bloquer, soit ne pas en mettre. Alors qu'autrefois Rakdos c'était tes cartes sont plus fortes si t'as pas de carte en main. Quand t'as pas de carte en main, globalement à Magic tu t'amuses pas. Donc ça veut dire si vous vous amusez pas, vous allez peut-être gagner. Je trouve que le message envoyé aux joueurs était pas terrible. Et là, globalement les créatures sont intéressantes, les mécaniques sont intéressantes, ça me fait une très bonne impression. Il y a vraiment beaucoup de cartes intéressantes dans le format. Il y a juste sur Selenia, faut juste pas se tromper, faut la capacité, faut juste pas se gourer si c'est le gros 1, la 2-2 ou la 3-3. Les choix sont quand même un peu limités, quoi. C'est une capacité qui se joue souvent en éphémère, qui fait pas mal de choses amusantes. C'est une capacité qui est interactive, c'est ça. Il y a un élément de surprise. Je trouve que vraiment ça c'est quelque chose de bien dans l'extension et ça vient peut-être de leur mea culpa sur Avacyn. Oui, il y avait les pas choix beaucoup étaient très c'est des éditions qu'on fait longtemps en avance, donc c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est pas lié, mais peut-être qu'ils avaient déjà anticipé que ce serait de la merde à Avacyn et il fallait nous faire plaisir. Franchement, les joueurs sont un peu trop marrés depuis 2 ans, on va leur faire une édition bien chiante. Bien casse-couille là, on va voir, on leur met pas bravo Wizard, on leur met pas d'anti-bet, des miracles et des tons. Objectif réussi. Mais il se rattrape bien avec. Avant de. Toi, tu veux parler de l'horreur? J'ai envie de parler d'un Dégil. D'accord, mais vas-y. Non, l'horreur, je m'en fous un petit peu pour le coup. Non, je voudrais parler du fait qu'on a encore une 2-2 pour un mana noir. Et ça commence à faire beaucoup en fait. On a une 1-1 pour un noir ou un rouge qui, avec Unleash, la capacité de Rakdos, je sais même plus ce que c'est en français. Enfin bon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que la capacité, c'est que tu peux choisir de mettre un marqueur +1/+1 dessus. Et dans ce cas-là, elle peut pas bloquer. Donc pour une bête qui a 2 de patates et qui coûte 1 mana, ne pas pouvoir bloquer, c'est pas très grave. Donc t'as encore une 2-2 pour un mana en noir. Et en rouge aussi. Oui, en rouge aussi. Alors en rouge, c'est intéressant, c'est la première, mais le fait qu'en noir il y en ait 3, ça fait que potentiellement t'as 12 bêtes dans ton jeu qui ont 2 de patates pour un mana, avec Gravecaller et la goule de je sais plus quoi. Graph. Et alors même si c'est pas un zombie, c'est un peu dommage pour le deck zombie, en même temps ce serait peut-être trop quoi. Et ça rend le deck potentiellement encore plus agressif. Et stratégie mono noire agressive qui me semble très intéressante quoi. Le fait d'en avoir drop à 1, ça peut être voilà, c'est ça, le fait de vraiment être pouvoir régulièrement enchaîner un drop qui a 2 de patates au tour 1 et 2 drops qui ont 2 de patates au tour 2 de façon finalement assez régulière, je trouve ça quand même intéressant. Ça peut avoir son impact sur le format. Alors on va te laisser continuer sur Rest in Peace parce que c'est toi qui voulais absolument en parler. Ouais, ils ont quand même appelé une carte Rest in Peace. Repose en paix. Voilà, fallait le noter quoi. Bon, évidemment, il y a quelqu'un qui est mort sur l'illustration quoi. C'est assez flavor. Donc, une femme, ça devrait te plaire. Elle est morte quand même, c'est moins cool. Pierre, est-ce que tu es nécrophile? On a confessions intimes, tu peux tout nous dire.
Tout à l'heure, tu me parlais de ton fantasme sur les géomètres. Qu'est-ce que tu penses? Je peux vous faire la musique de confession intime si vous voulez en background. Un petit hommage à Jean-Luc Delarue après aussi. Donc maintenant, je vais vous parler du texte. Rest in Peace, c'est quand même la part la plus importante de la carte. Donc c'est un anti-cimetière assez classique, sauf qu'il fait tout mieux que les précédents anti-cimetières. Donc en gros, pour un mana incolore, un blanc, quand il arrive en jeu, tu retires toutes les cartes de tous les cimetières. Et à chaque fois qu'une carte devrait être mise au cimetière, elle est retirée à la place, elle est exilée à la place. Donc ça dit vraiment merde au cimetière, et de façon plus efficace que tout ce qu'il peut y avoir avant, qui soit s'attaquer aux cartes qui étaient déjà là, soit s'attaquer aux cartes qui y allaient. Là, c'est un enchantement, donc c'est le type de permanent le plus difficile à gérer. Et ça gère déjà ce qui est là, et ça gère ce qui va y arriver. Donc ça pardonne pas, entre guillemets. Enfin, tu peux pas être soit déjà installé, soit reconstruire derrière. Quand elle est là, faut d'abord le gérer avant de faire quoi que ce soit avec mon cimetière. Et c'est là-dessus que c'est un peu différent des autres anti-cimetières qu'on a pu avoir. Tout à fait. On va pouvoir passer, parce que c'est juste une carte de side comme ça, mais qui à mon avis sera jouée de temps en temps en side, quoi. Alors, on voulait aussi parler un petit peu, parce que c'est pas non plus la carte du siècle, de Vandal Blast. Vandal Blast, c'est pour un rouge, tu détruis un artefact que tu ne contrôles pas. Donc en rituel. En rituel. Alors que tu ne contrôles pas, c'est pas vraiment non plus le problème de Donc l'année. Ça, on s'en fout. Mais ça sert à overloader, surcharger en français, parce que pour un rouge et 4 incolores, tu peux détruire tous les artefacts que tu ne contrôles pas. Voilà, donc en fait, ce sera toujours strictement moins bien que Shattering Spree. Ouais. Mais dans les formats où Shattering Spree n'est pas légal, ça va permettre d'avoir si on ne sait jamais la priori, pour l'instant c'est pas très intéressant, mais s'il y a des artefacts dans le prochain bloc, parce qu'il y a peu de chances d'arriver vu la proximité de Mirodin, ça peut être un pet artefact qui a un effet. Peut-être si tu arrives à tenir assez longtemps contre Ravager en moderne. Ouais, mais dans ce cas, tu joueras Shattering Spree. Mais bon, c'est juste. Ah oui, il est joué en moderne. C'est une carte qui est. Qui a un effet. Juste peut-être préciser ce que fait Shattering Spree. Voilà. Shattering Spree, c'est une carte qui vient de l'ancien Ravnica, qui fait de la même façon pour un rouge en rituel, tu détruis un artefact, mais au lieu d'avoir un coup d'overload, d'élever la capacité de l'époque qui s'appelait Duplicate, qui fait qu'en payant un rouge, tu peux mettre une copie dans la pile, et tu peux le faire autant de fois que tu veux. Ce qui veut dire que si tu payais 2, tu cassais 2 artefacts, 3 artefacts, ainsi de suite. Donc c'était beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus adaptable à la situation. Que du mana rouge, là on peut payer un rouge et 4 incolores. Oui, donc c'est plus facile, beaucoup plus facile à jouer quand même. Non, mais c'est une carte qui peut avoir à un moment ou à un autre son importance dans le format. Voilà. Bah, oui, mais disons qu'il y a aussi une carte en rituel qui fait détruire tous les artefacts pour 2 rouges et 2 incolores. Donc qui est également strictement mieux que ça en overload. Enfin... Mais je pense que pour le coup, à chaque fois que tu joues cette carte là, ça c'est mieux. Bah ça c'est plus adaptable et l'autre était plus fort. Ça. Mais soyons quand même honnêtes, c'est bien de détruire tous les artefacts, mais c'est pas du tout une bonne solution contre Ravager. Ah oui, il fait l'overload pour 6 mana, tu seras juste mort 5 fois avant de l'avoir cassé. 5 mana. Ouais, tu seras mort que 4 fois. C'est vrai, voilà, c'est ça. Alors, si t'en es à avoir 5 mana contre Ravager, c'est déjà que ça s'est bien passé quand même. Oui, en général, ouais. On a aussi ces petits artefacts, donc les Keyrunes, comme ils appellent ça. Les clés de runes, sûrement en français, on n'a pas encore les textes français. Oh, attention, faut pas presser les traducteurs. on sait pas sur quoi on peut tomber. Hein. On va appeler ça les clés de runes pour l'instant, si ça vous dérange pas. Les runes en clé. Donc c'est une série d'artefacts pour 3 incolores qui vont pouvoir s'engager pour donner 2 mana. Un de chaque, soit un de rouge, soit un noir par exemple. Les manas de la guilde. Quoi. Voilà, les manas de la guilde associés, donc soit un vert, soit un blanc, etc. Et ils ont tous. Pour un mana de chaque couleur de la guilde. Voilà, ils ont tous un petit effet qui les transforme en bestiole. Donc avant on avait les manlands, maintenant on a les man artefacts peut-être. Les créatures artefacts. Ouais, alors c'est pas complètement nouveau puisqu'il y a eu ça pour chaque couleur en time spiral. Ah, j'étais pas là. Sauf que là c'est des fixeurs, donc c'est quand même plus intéressant. Ouais. Et que toutes les créatures qu'ils proposent sont relativement solides. Ouais, c'est des bonnes bestioles. Il faut contrebalancer le fait que ce soit un caillou qui coûte 3 mana. Donc 3 mana c'est très cher. Historiquement, pour un caillou, 3 mana c'est beaucoup. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils ont pu faire de vrais cailloux qui durent longtemps pour 2 mana. Enfin, le dernier caillou pour 2 mana, tu pouvais utiliser 3 mana. Avant, c'était de nouveau des cailloux à 3 mana qui faisaient 3 couleurs à la place de 2. Quoi. C'est vrai. Sinon, les autres cailloux encore. Et les obélisques n'ont pas été joués en construit. Ouais, les obélisques n'ont pas joué en construit. Avant, ça remonte vachement. Manalik non plus, quoi. C'était trop. Donc ceux-là quand même un potentiel pour être joué en construit. Alors le blanc-vert il fait une 3-3
Je pense que c'est très clairement le plus mauvais des 4. Ouais, ils Pour le construire, pour limiter, c'est une autre histoire. Mais... Alors on dit des 4 parce que le blanc-bleu il nous a pas encore été révélé. Oui, il y en aura sûrement un 5ème. Comme le charme de Golgari qui reste. Et surtout qu'en blanc-vert, normalement, pour faire du mana, t'as pas besoin de ça. Quoi. Ouais. Le rouge-noir fait une 3-1 initiative. Ce qui pour le coup c'est vraiment pas ridicule. Ah oui, moi j'étais presque prêt à défendre qu'il pouvait être joué en construit un jour. Et un Caillou à 3 mana joué en construit, ce serait. Enfin, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui a été joué avant, c'était le truc de la coalition. Ouais, il y en a eu d'autres parce qu'ils faisaient 2 mana, mais. Ouais, un Caillou à 1 mana qui soit joué en construit, il n'y en a pas eu beaucoup. En fait, à 3 mana, les cailloux qui ont été joués, souvent c'est qu'ils pouvaient faire 2 mana au tour d'après. Quoi. Et Relic, c'était le cas. Ouais, effectivement, Relic, c'était le cas. Ouais. Donc c'est un peu le bémol qui fait que c'est pas sûr que ce sera joué, même si les bestioles qu'on peut créer pour un tour sont intéressantes. Quoi. Ouais, les bestioles sont assez sympas. Donc en vert-noir, on a une 2-2 Death Touch, et en bleu-rouge, on a une 2-1 Fly qui loot quand elle le blesse. Et donc en noir-rouge, on a une 3-1 initiative. Mais on pourrait penser que la carte est agressive quand on la lit. Les cailloux, ça a toujours été des cartes pour les decks contrôle. Ouais. Et celle-ci est pas mal du tout parce qu'une 3 initiative, ça tient au respect quasiment n'importe quelle bête au sol disponible en type 2, notamment un Traguste, y compris la bête qui fera quand il sera mort. Et comme en revanche tu l'actives pendant son tour, pendant la phase d'attaque, il peut pas la tuer et attaquer ensuite. Puis il y a très peu actuellement de removal en éphémère qui sont joués par les decks vert rouge notamment. Ouais. Ils se reposent surtout sur Bonfire. Ça ne marche pas. Ce qui fait que l'air de rien, si t'as ce caillou et 2 mana rouge, t'es à peu près sûr à chaque tour de lui empaler une... Et un rouge noir, pardon. T'es à peu près sûr à chaque tour de lui empaler une bête. Je dis pas que ce sera suffisant pour être joué, mais c'est bien les garder à l'esprit quand même. Ils sont vraiment pas mauvais. En tout cas, s'ils sont pas jouables, ils doivent vraiment pas être loin de la limite. Ouais. Je précise juste sur le truc d'Izette, là, c'est pas une 2-1 un vol quand même, parce que si c'était une 2-1 non, ils veulent pas. Là, pour le coup, je pouvais mettre un petit billet qu'elle soit jouée en construction, en plus c'est volé quoi. Ouais, mais non, c'est pas le cas. La suite. Et ben c'était tout, c'était la dernière, on a fait le tour des nouvelles cartes. On a fait le tour des nouvelles cartes. Alors on n'a pas parlé de toutes les communes Unco qui sont arrivées et qui n'ont pas forcément beaucoup d'autres intérêts que pour le limiter. Mais par contre elles en ont de l'intérêt pour le limiter. On invitera peut-être Pierre pour en reparler la prochaine fois parce qu'il en rêve. Non, je fais mon petit tour. Il se réveille la nuit pour pouvoir parler de limiter Ravnica. C'est vrai que ce format limité a l'air vraiment intéressant. Il nous reste c'est ça qui est bien. Quelques cartes à révéler, plus beaucoup, mais parmi elles quand même le petit charme vert noir. On attend le charme Golgari qui est vraiment une carte qui pour le coup va avoir un impact important sur le construit. C'est probable, les autres charmes sont tous intéressants, un peu moins le Rakdos qui pour le coup est une bonne carte de side. C'est peut-être finalement celui qui sera le plus joué, parce que c'est une carte de side qui est vraiment très bien. Ouais. Est-ce qu'on a dit ce qu'elle faisait le charme de Rakdos? Je crois qu'on n'a pas parlé du charme de Rakdos, et c'est une erreur. C'est probablement une erreur, alors je vais essayer de vous le retrouver vite fait. Le charme de Rakdos. Donc, déjà, on peut vous dire qu'il coûte un rouge, un noir. Ouais. Parce que tu es fort, Timothée. Et qu'il a 3 modes et je crois que tu l'as dépassé. Non, il est là. Ouais. Alors, il peut soit exiler toutes les cartes du cimetière du joueur ciblé, soit détruire un artefact ciblé. Ils sont marrants. Ou alors vous pouvez mettre, faire en sorte que chaque créature que le joueur adverse contrôle lui met une blessure. Donc là je vais être obligé de le refaire parce qu'il nous a dit n'importe quoi. Chaque créature inflige une blessure à son contrôleur. Vous les prenez aussi, mais je partais du principe. Excusez-moi. Ça peut avoir une je partais du principe que vous aviez joué. Que si ça vous tue, vous ne jouerez pas. Ouais, non, mais du coup, c'est pas un blast que tu peux jouer comme ça forcément facilement maintenant. Ah oui, non, effectivement, tu joueras pas comme un blast, ça je suis d'accord. C'est ça. Donc en fait, ça solutionne pas mal de problèmes qu'on peut avoir en moderne. Donc, exiler cimetière, c'est toujours un truc qui peut être intéressant contre un animateur, contre machin, contre du flashback, contre un deck qui s'amuse à faire n'importe quoi avec un témoin éternel, etc. Le fait de détruire un artefact, pas besoin de vous faire un dessin, ça peut toujours être utile. Et la blessure à chaque jeu. La blessure à chaque joueur pour chaque créature qu'on contrôle. Merci de te foutre de ma gueule. ça permet de lutter efficacement contre les decks pod twin. Pas si efficacement que ça quand même. Ça aurait été très efficace à l'époque où vous tuez avec des Pestermite et des Exarchs. Maintenant, 2 games sur... Ils partent parfois en combo avec Exarch, et là, effectivement, ce sera très bien, puisqu'il lui en faut 20 pour vous tuer. Quoique, c'est si vous n'avez pas baissé avant. Et s'il a pas gagné des points de vie avec des Finks pour tenir la partie. Ouais, mais quand il part en combo avec un ange, l'ange, c'est à 3 de force, quoi, donc il faut se lever tôt pour qu'il en fasse 20, généralement. Alors,
vous pouvez partir du principe qu'il va pas y penser et que comme il veut faire infini, il va vous dire qu'il en fait 6000 et là effectivement il va mourir. Tout début de format, ça peut être rigolo. Et là ça peut donner des mind tricks assez rigolos. Le Genre, truc, ouais, c'est je pars en que- combo, ouais t'en fais 1 million, ouais c'est ça, ah bah tu prends 1 million dans ce cas. Le truc, c'est que un ça bon casse joueur il pod. mourra pas là-dessus. Le truc, c'est que ça casse pod et que ça peut aussi empêcher les things de revenir. Enfin, ça a plusieurs intérêts contre. Ça fait plusieurs choses contre pod. Ouais. C'est vraiment une carte de side. C'est qui le est cas sympa assez bizarre contre d'une pod. carte qui est très polyvalente mais de side. Alors que généralement les cartes polyvalentes sont plutôt des cartes qu'on assimile au main deck. Ouais, c'est ça. Non, puis le fait que ça retire le cimetière de la partie side bien contre Storm, le fait que ça casse un artefact, si jamais il y a des gens qui s'amusent à faire n'importe quoi avec un set chronique, ce sera pas mal contre eux. En fait, c'est une carte qui va pouvoir potentiellement rentrer contre plusieurs decks. On n'a pas dit qu'ils allaient tous en enfer, les gens qui faisaient joujou avec ces Chronique, Non. il me semblait. Je peux pas, j'ai joué en cube avant. Oui, mais t'as cubé, ça compte pas. Si les artefacts se font oublier du format, ça peut revenir. Bon, on a fait un peu le tour des cartes là, je pense qu'on est au bout. Est-ce qu'on parle encore un petit peu des AP? Elles approchent à grands pas. D'ici 2 semaines. Peut-être juste quelle guilde vous comptez jouer? Parce que c'est une question que beaucoup de joueurs vont se poser s'ils veulent essayer de gagner leurs AP. Alors moi j'ai joué. Bah vas-y. Alors on fait vas-y, le tour. J'ai joué Azorius. Pourquoi Parce que j'aime bien les gros tons à cette mana, parce qu'elle est plutôt solide, et parce que je pense que très certainement j'aurai 3 couleurs au moins, donc de toute façon choisir Azorius, je choisis pour le ton et le reste j'essaierai de tenir la partie avec. Donc moi je vais jouer 3 AP, donc je vais jouer au moins 2 guildes différentes je pense. Bon moi le côté je fais n'importe quoi avec du overload, ça me plaît suffisamment pour partir sur le principe que je joue à IZ. Puis là le dragon 4-4 célérité pour 5, ça a l'air de vraiment conclure les parties assez vite. Ouais. Ça a l'air d'avoir des stats en fait dans ce format là où les créatures vont être relativement petites. 4 vol pour 4, j'ai pas vu grand chose qui peut vraiment gérer ça correctement Pour 5 quand même. facilement. 4 vol pour 5, c'est la vérité, je vois pas grand chose qui fait la course avec ça et pas grand chose qui le gère convenablement. Les bons anti-bêtes communs pour l'instant, Sont à 6. ouais, ils sont plutôt à 6. Moi j'ai pas encore trop décidé, je suis naturellement attiré par les 2 guildes bleues, donc Izet et Azorius. Après ça dépend un petit peu aussi si vous y allez juste pour passer un bon moment ou si dans une optique très compétitive. J'ai lu quelqu'un sur un forum qui disait que Rakdos était un bon choix parce que les gens allaient essayer de jouer 3 couleurs justement et donc passer les 4 premiers tours à construire leur mana et que vous feriez juste une de 2, une de 2, une de 2 et vous les tueriez. C'est pas aberrant comme point de vue. Bon, moi j'ai envie de rigoler quand je joue à Magic, même si j'aime bien gagner quand même un petit peu. Surtout en AP quand même. Et du coup je vais... Ouais mais là il y a une tablette à gagner donc je sais ce que je vais faire donc je vais quand même donner un petit peu. Et je vais probablement jouer Izet. J'aime bien les couleurs que ça joue, je trouve les rares assez pétés. Ouais. Cela dit, c'est vrai qu'Azorius m'intéressait beaucoup parce que la mécanique de peut-être Detain sur est tout le une monde. très bonne mécanique. Pour la limiter, ouais, c'est vraiment très bon. Ouais. C'est une mécanique intéressante à jouer. Voilà. On se retrouve pour les AP. Peut-être avant les AP, soit on fera un point sur le limité, soit. Non, je crois que 2 semaines ça tombe juste après les AP. Donc on Ouais. fera probablement un point sur le limité après les AP, histoire qu'on en ait. Ouais, ou alors minimum on verra testé. si on anticipe ça. Ce serait bien de savoir de quoi on parle aussi, quoi. Même si c'est vrai que peut-être des gens voudront. Bah, on vous posera la question, voilà. Vous répondrez en commentaire sur le blog. Est-ce que vous voulez un article sur le limité avant les AP? Pour vous aider à choisir. Pour vous aider à choisir votre guild, pour vous aider à je sais pas, jouer tout simplement les AP, à gagner la tablette peut-être. Après, il faut dire quand même qu'on a un biais, c'est qu'on a tous cité des guildes bleues. C'est pas que les autres Ah guildes bon soient pas intéressantes, hein, c'est que on aime bien jouer les éphémères. Mais, globalement, Golgari a une capacité de guild qui est très forte en limité. Faut Ouais, quand même le clairement. signaler. Ils ont des cartes très résilientes et ils ont pas de moment mort dans la partie, donc on peut jouer beaucoup de terrain si tu feras des decks stables et Le puissants. truc de Golgari, c'est que le jeu ne s'arrête jamais. Quand tes créatures meurent, tu continues à booster les autres. Tant que t'as une créature, t'es sûr qu'elle sera grosse. C'est ça. Et donc t'as à peu près toujours la plus grosse créature sur la table. Puis c'est la couleur d'Abrupt Decay. Et c'est la couleur de DK. Non, mais surtout, ouais, les créatures vont être grosses, quoi. Puis bêtement, si on va aller au fond du truc, je pense que Golgari, enfin structurellement, par les cartes de Golgari, doit avoir un assez bon match-up contre Izet, parce que globalement, quand tu joues rouge, tu as du mal à tuer les gros strums, Ouais. et eux, ils ont des très gros strums. Inversement, Rakdos doit avoir un petit peu de mal contre Azorius, qui joue des walls horribles de 5 à plus savoir qu'en foutre, et Qui qui va te déteste voler. les capacités Detain. D'autant plus que pour le coup, avec les créatures de Rakdos, si tu peux pas attaquer, tu peux rien faire. Hein. Donc là, pour le coup, c'est pas la fête. Puis avec un peu de chance, t'en detain une, les autres tu leur boons sans main avec la 3-3 fly pour Ouais, 4. c'est ça. Tu peux faire des trucs très sales quand même. Ah ouais, c'est immonde. Bon, enfin, disons globalement, faut aussi réfléchir comme ça. Si vous pensez que tel ou tel guild sera extrêmement joué, ça peut valoir le coup si vous comptez
peut vous battre, de jouer celle qui naturellement semble avoir un bon match contre elle. Après, le truc, Mais c'est que tu nous as pas parlé de c'est un peu- Célestia. J'ai beaucoup plus de mal en fait à évaluer Célestia. La mécanique de mettre en jeu des copies de jetons, ça peut sembler très fort parce que c'est des créatures qui semblent gratuites puisque souvent il y a un effet bonus. Donc à long terme, c'est-à-dire si ça se passe bien, vous allez avoir un board absolument monstrueux et vous allez rouler sur tout ce qui se passe en face. Par contre, c'est aussi potentiellement la plus frustrante puisque si vous n'arrivez pas à amorcer le truc en ayant votre premier token, ou bien si votre premier token c'est une 1 infâme, vous allez passer la partie à payer très cher pour des créatures complètement nulles. Il y a quand même pas mal de cartes qui Et, font mettez un jeton quelque chose puis populer. Ouais, sauf que, je veux dire, les jetons ça peut se tuer, etc. etc. Oui, Ça- non, ça, bien sûr. ça peut mal se passer. Et notamment, je pense qu'au top deck, il faut quand même se rendre compte que les cartes populate, elles sont très très faibles. Enfin, je pense que conceptuellement, c'est la mécanique la plus faible, celle de Célestia, parce que c'est celle qui souffre le plus d'un joueur adverse qui joue bien, qui sait sous quel angle attaquer vos stratégies. Et je pense que pour un bon joueur, c'est la plus facile à réduire un lien. Surtout avec des guilds qui jouent beaucoup d'éphémères et de removal. Donc moi, c'est probablement la guilde qui m'attire le moins pour le limiter. Pour le construire, c'est une autre affaire, bien sûr. Est-ce qu'on va s'aider Rest in Peace contre Golgari? Maybe. Là, pour le coup, Moi, j'ai pas, moi, je j'ai le pas fais. encore joué en limité, je ne sais pas. Moi, très clairement, je le fais. Moi, j'aime pas trop les cartes de nazi comme ça, mais. Je joue pour le coup, si tu peux annuler la capacité principale, enfin, à partir du moment où tu en as vu Qui sur rend la la guilde 1 forte, qu'il y en avait suffisamment, mais les créatures sont souvent un tout petit peu plus faibles au départ parce que justement elles ont un effet qui est presque aussi fort que quand elles sont mortes que quand elles sont en vie. Ça a l'air bien quand même. Après, si jamais le deck il y a 3 couleurs, tout de suite ça devient beaucoup moins intéressant. Alors j'essaye d'aider un peu tous les joueurs qui vont se dire ah non j'ai chopé Rest in Peace ça sert à rien en signe et qui vont tomber sur un mec qui va avoir 15 bêtes reanimate là et... Pour continuer sur les match-up entre guildes, Izet est naturellement bien placé contre Azorius puisque les games vont durer, donc tu vas pouvoir jouer tes cartes avec le coup de Overload et normalement c'est là-dessus que tu vas pouvoir prendre l'avantage sur la partie, quoi. C'est vrai que sur le long terme, d'ailleurs, globalement, les cartes d'Izet sont les plus pétées. Enfin, il y a une Unco qui s'appelle Spasme de rue, je crois, en français. Ouais. Pour une fois, je connais le nom en français. Un rouge et X. Si vous étiez là, vous applaudiriez, j'espère. Mais vraiment, c'est une carte qui, à long terme, peut être excessivement forte. Et effectivement, dans le match contre Azorius, tu pourras presque tout le temps la casser à long terme, puisque ça va quand même pas mal pioncer. Ça, c'est plutôt bien. Si une carte qui va permettre éventuellement de balancer une boule de feu sur chacune des créatures Oui. adverses, Ouais. si ça va faire une sorte de mini bonfire en moins bien, mais en unco. en unco, quoi. Donc peut être vous important pouvez à l'avoir limiter. vous avez beaucoup plus de chances de l'avoir, quoi. Surtout si la game pionce, si on avait deux dans le jeu, je vous garantis que vous allez la piocher. Et puis du coup, sachant que vous allez la pêcher à un moment, le type en face est obligé de devenir l'agresseur. Généralement, dans les match-up entre deux decks, assez contrôle, assez lent, celui qui est forcé d'agresser. Enfin, c'est-à-dire, si t'agresses parce que tu veux Triste, agresser, quoi. c'est bien. Mais si t'es un deck qui est pas conçu pour ça et que tu te retrouves dans la position où t'es obligé d'essayer, Quand tu commences à agresser avec tes murs, voilà ça, quand tu commences à jouer des 2-5 pour 5 et qu'on te dit non mais Coco, va falloir attaquer, enfin, c'est pas top, quoi. Ouais, le 2-5 qui fait des grimaces. Hein. par contre, ça m'a fait penser qu'on a oublié de parler d'une carte. Ah, On a oublié d'en parler et pourtant, enfin moi c'est la carte que je préfère dans cette édition. tu vas loin quand même. Non, c'est Je vraiment vois pas de quoi tu parles, mais... c'est vraiment la carte que je préfère dans cette édition. Alors, c'est pas la plus forte, mais c'est vraiment mon coup de cœur. C'est on a une créature qui il y a une 0-3 pour 3. Ah, en limité. Le pinger. Ah non, oui, Je d'accord. suis capable de le reconstruire. Donc c'est une 0-3 pour 3, dont un bleu, un rouge, avec flash. Donc déjà ça démarre très très bien, là, une créature avec flash. Le nombre de créatures avec flash qui ont été jouées quand même, c'est en proportion du nombre de bêtes qui avaient cette capacité là. C'est le texte le plus cool que tu puisses avoir sur une créature. C'est le meilleur texte que tu puisses avoir sur une créature à Magic, c'est flash. C'est le seul texte qui fait que vous avez dit Pierre... qu'on aimait bien les éphémères. Hein. C'est le seul texte qui fait que Pierre puisse jouer une créature. Ma carte préférée c'est Vanilla Click et ensuite c'est Snapcaster Mage, enfin il y a un pattern de toute façon. Et là c'est ma carte, ça va être ma carte préférée cette année probablement. C'est pas la plus forte mais juste quand j'ai eu la carte ça m'a fait des petites fourmis quoi. Donc Ok. Un rouge, un bleu, un incolore, c'est une 0-3 pendant qu'il finit de se marrer. Flash célérité. tu me laisses terminer. Ah mais je sais pas, tu rigolais, tu y arrives Flash plus. célérité et tu l'engages pour mettre un point sur une créature. Donc c'est un pinger, flash, célérité. Une créature et toutes les autres qui ont le même Attention, nom. toutes les autres qui ont le même nom. Donc c'est une carte qui solutionne Ninja Soul par exemple. Qui sélectionne qui sélectionne Qui sélectionne Célestia. Solutionne. Ça Célestia. sectionne les tokens de Célestia. Voilà, donc s'il y en a qui s'amusent à essayer avec Ninja Soul et avec le land blanc-bleu qui fait des tokens, bah ça rase le truc d'un coup.
Ça a des applications sur, sur toutes les bêtes qu'on a évidemment quoi. Même rien que ça gère Snapcaster Mage, peut-être même en moderne en fait où ça gère. En T2 en tout cas, c'est une carte qui n'est pas délirante contre Delver, je pense. Quoi ? C'est une carte qui serait pas forcément délirante contre Delver. Ça tue un Delver non flippé. C'est ça, mais ça tue quasiment toutes les menaces de Delver non flip. Enfin, à partir du moment où tu as rasé la table une fois. Et ça bloque même le Gaze de Centraf qui met plus que les 4. Bon, ça c'est pas ce que ça fait de mieux. C'est les 0-3. Ouais, mais ça peut. Enfin, le fait que ce soit une 0-3, c'est pas ridicule. Ouais, bien sûr. En fait, c'est par rapport aux autres pingers. Les pingers précédents, souvent ils étaient 1-1 ou voire 0-1. Lui, il bloque. Ouais. Je pense que les 3 défenses sont super importantes. Les 3 défenses, c'est vraiment bien. Ça meurt pas contre un Master of the Wild Hunt qui se transforme. Alors, pour le coup, contre zombie, tu vas bloquer la 2 pour 2 et tuer les 2-1. Tu vas tuer R6-200. Contre zombie, c'est vraiment très bien. Contre zombie, elle va probablement mourir assez vite. Elle va mourir assez vite, mais elle aura le temps de pinguer une fois. Elle aura le temps d'au moins buter une bête. Enfin, ça permet éventuellement de gagner du temps. Puis il est obligé de jouer un anti-bête dessus, sinon il fait rien quoi. Ça va peut-être laisser la place. Tu vas pouvoir faire Tragic Slip. Disons qu'en tout cas, c'est une créature qui a un petit peu de potentiel, qui est intéressante. C'est clairement pas ma préférée parce que moi j'aime ce qui fait gagner. Mais elle est pas mal. Et pour moi, c'est une carte qui en est bien en construit, pas forcément. Ça va pas être la cornerstone du type 2, ça va pas être dominant, mais c'est une carte que j'ai envie de jouer et qui, je pense, est tout à fait à des stats qui lui permettront d'être joué. Ok, bon, on va conclure là parce que sinon on va repartir encore pendant des heures. Et je pense que je vais faire hurler certains de mes potes on va pas arriver à conclure. Assez régulièrement limité quand je vais first picker ça au-dessus de n'importe quoi. Ah, c'est possible que sur les draft viewers on t'en mette une. Ouais, mais j'assumerai. C'est quand même un bon. C'est quand même un très bon first pick. Mais moi je vais prendre au-dessus des meilleurs first pick probablement assez régulièrement, sauf s'il y a vraiment un enjeu, juste parce que j'ai envie de jouer avec ça. Donc on va se revoir peut-être avant les AP, sinon juste après. J'attends que tu confirmes. Non, j'en ai marre, je me casse, c'est insupportable. On espère que le son était un peu meilleur parce qu'on a un nouveau micro super classe que j'ai passé une après-midi complète à on espère surtout que vous n'avez pas entendu trop Jérém cliquer comme un malade derrière. Comme un malade pour essayer de se battre contre des tours là. Et encore, il arrêtait pas de se faire défoncer à LoL, on n'a pas entendu hurler. Je me retiens. Il se retire de hurler. Et donc bah voilà, on vous dit à la prochaine. Ok, ciao, bye bye. Ciao, au revoir.